Bonjour, ici Audrey Larroquette. Bienvenue à Pas sorti du bois. Mesdames, messieurs, votre gagnant du 110 Si tu commences à te sentir bien en courant un ultramarathon, fais-toi-en pas, ça va passer. Grand champion du 125 km. C'est la Minute NAC et tout d'abord, tout le monde, je vous souhaite une bonne année. Et qui dit nouvelle année dit souvent résolution. Puis, il y en a que c'est dans leur vie personnelle, mais il y en a que c'est dans leur vie sportive. Puis, on le sait, pour beaucoup de monde, la nutrition dans le sport d'endurance, c'est tough. Puis moi, je dis souvent que l'hiver, c'est le meilleur moment pour tester des choses. Ça peut être votre résolution de nouvelle année. L'an prochain, vous ne bunkerez pas parce que vous allez avoir compris qu'est-ce que ça vous prend en termes de nutrition pour vos courses. Puis, vous le savez, je vais vous parler de NAC parce que les produits NAC sont là pour vous et c'est le temps de faire des tests. Le Drink Mix, c'est un nouveau produit qui est arrivé chez NAC qui est vraiment révolutionnaire pour ceux qui, des fois, il y a des moments où l'estomac bung complètement. Le Drink Mix ne vous lâchera jamais parce que c'est des calories liquides. Il y a tout ce qu'il faut là-dedans pour vous supporter. Moi, personnellement, j'aime ça le mixer aussi avec la nutrition solide, mais la combinaison de tout ça fait que ça donne un petit break à votre estomac pendant la course. Ça se digère vraiment très bien. Et il y a 2 saveurs, que ce soit lime ou melon d'eau. Alternez un peu ça pendant votre course. Des fois, ça change le mal de place puis ça passe tout le temps. Vous le savez, vous allez sur le nacbar.com, vous remplissez votre panier avec le nouveau Drink Mix, puis tant qu'à être là, ramassez une coupe d'autres affaires. Vous utilisez le code promo pas sorti du bois et vous avez 15% de rabais. PASSORTIDUBOIS. Bon début d'année et bon épisode. Ouais, on n'est pas sorti du bois, hein? Bonne année tout le monde, premier épisode de 2023, l'épisode numéro 130. Aujourd'hui, je suis vraiment content parce qu'on commence l'année en force avec une fille que j'apprends à découvrir en faisant mes petites recherches. Puis je le savais que c'est une ambassadrice, mais plus j'en découvre, plus je m'en rends compte que c'est le cas. Audrey Larroquette, bienvenue à Pas sorti du bois. Merci de me recevoir, Yannick, et puis bonne année à tout le monde. 2023 qui commence. Je trouve il y a quelque chose d'intéressant. On vient de parler avant de commencer à enregistrer, d'avoir un journal de course, de suivre nos objectifs. Puis j'ai l'impression qu'au tournant de l'année, il y a ça qui se passe. Les gens font des bilans individuels où ils mettent ses médias sociaux, mais dans tous les cas, il y a une forme de bilan qui se fait de voir qu'est-ce que j'ai accompli cette année, puis vers où je peux me projeter. Les gens le font pour leur vie personnelle, mais les gens aussi le font pour la course. Puis les auditeurs, je pense qu'il y a beaucoup d'auditeurs, auditrices qui sont des coureurs, des coureuses qui se fixent des objectifs. Fait que c'est le temps de penser à ça, tout le monde. Euh, Faites-vous des objectifs qui vous font peur. On dirait que ça a été un thème récurrent, moi, l'automne dernier. Les gens, beaucoup d'invités m'ont parlé qu'il faut qu'il y ait une petite part de peur, il faut qu'il y ait une petite part de motivation, mais une petite part de peur dans les objectifs qu'on se fixe. Je sais pas pour toi, de ton côté, si ça arrive des fois de se fixer des objectifs et de se dire, ça va être tough, mais c'est motivant. Nous, les coureurs, on a quelque chose de spécial, c'est que quand on fait le party, on se réveille pas le lendemain matin avec un tatouage, on se réveille avec une inscription à une course. C'est le genre de choses que notre personnalité. Moi, je suis une personne qui ne boit pas, mais je me souviens à l'époque, Drunk Me pouvait acheter une course à Sober Me, puis ensuite Sober Me faisait C'était une drôle d'idée. Puis c'est ce que ça prenait pour se lancer. Mais en même temps, il faut comme un peu s'enlever la pression de faire toujours plus. Puis Ah oui. oui, toujours plus, je suis d'accord. C'est le slogan du Bromo Ultra, donner plus, courir plus. Mais en même temps, il faut s'enlever cette pression-là. Parce que la course, ça a ça de beau de s'adapter à notre vie. Puis moi, j'essaie de toujours rappeler ça aux gens parce que c'est pas grave cette année, là, tu as eu un bébé là, cette année. C'est pas grave de pas courir comme avant. Puis cette année, t'as pas envie d'aller faire cette course-là à nouveau parce que tu voulais la faire mieux. C'est correct, hein? Ça s'adapte, hein? On court plus, on court moins, mais on reste un coureur. Exact. Les objectifs, c'est modulable. Quand on dit de se fixer quelque chose, comme tu dis, c'est pas nécessairement toujours plus. Des fois, c'est différent complètement. Il y a des gens qui ont été pendant des années sur des courses organisées, des dossards, des objectifs très chiffrés, organisés. Puis l'année suivante, l'objectif, c'est de pas avoir de course, puis de pas avoir de montre, puis de pas avoir de stats, puis juste retrouver des fois le plaisir, parce qu'on peut en perdre un peu de plaisir à force d'avoir des objectifs, ou c'est des choses qui varient, mais peu importe votre objectif, on vous souhaite de les accomplir ou d'essayer. Puis des fois, juste d'essayer, c'est déjà un très, très, très grand pas. Peu importe c'est quoi l'objectif. Mais là, on s'écarte, Audrey. On n'a même pas le temps de te présenter, de te parler de qui tu es.
Avant toute chose, moi, je commence tout le temps en demandant à mon invité qu'est-ce qu'il boit de son côté. Il est tôt le matin. Qu'est-ce que tu as de ton côté? J'ai un café noir qui habituellement n'est pas noir, mais là, en ce moment, je vous accueille à mon travail. Et puis, après le congé des fêtes, j'avais pas confiance au lait qui était dans le frigo. Fait que, je suis allée pour le café noir. Et puis, j'ai un smoothie fabriqué chez mon chum avant de partir, qui est pas mal bon, d'ailleurs. Fait que si jamais je m'étouffe, parce que je m'excuse, j'ai eu un bon virus respiratoire les 2 dernières semaines, ben j'ai mes boissons. Puis toi, qu'est-ce que tu bois, Yannick? Je suis sur le café aussi. Moi, j'ai eu la Café? chance d'avoir un partenaire de café pour le podcast qui s'appelle Capic 1 Expédition qui font du maudit bon café. Oh! Fait que c'est Ray Zahab que tu connais Ah oui, probablement, oui, qui est oui. à la tête de ça avec une belle équipe, mais ils sont le fournisseur officiel de café. Fait que quand on fait des enregistrements le matin, mais j'ai la chance d'avoir un Expedition Roast aujourd'hui. Donc, cheers à toi, Audrey. Merci. Je suis vraiment Oui, oui. content de commencer l'année avec toi. Avec ma petite blog de sport adapté en passant. Ben, c'est ça, mais je pense qu'au-delà de la tasse, on aura l'occasion d'en parler parce que tu es la directrice adjointe de la Fondation des sports adaptés. Tu es aussi la fondatrice présidente du club de trail de Bromont. Tu as été impliquée sur le Bromont Ultra, tu as été la directrice de course. Tu es aussi une coureuse. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup, beaucoup de chapeaux sur ta tête. Il y a beaucoup, beaucoup de facettes à ta personne. Puis je pense que ça va être le fun de plonger là-dedans. On va commencer au commencement. Parle-nous de toi plus personnellement, d'où tu viens, de comment le sport est entré dans ta vie, comment la course est entrée dans ta vie. Ah mon Dieu. Moi, je suis à la base une maman de 4 enfants. Il y a mon grand garçon a 22 ans. Il y a plus d'une vingtaine d'années, je courais un petit peu comme ça autour de chez moi. En fait, j'étais une fille de mountain bike. Et puis, j'habitais à Bromont, sur la C1. Donc, j'avais le sentier qui était juste là. Puis là, j'ai eu mon garçon. Puis, le mountain bike, je partais un petit peu moins. Puis, je me suis rendu compte que je courais dans le bois avec mon gars il y avait à peu près 3 ans, puis je poussais avec un bâton son vélo en arrière, puis on allait dans les sentiers, puis je trouvais ça donc bien le fun d'aller courir dans les sentiers. Fait que j'ai commencé graduellement à y aller sans me rendre compte que c'était vraiment un sport. Moi, mon objectif, c'était de faire du continu sur la route. Fait que j'avais mon carnet d'entraînement là, qui disait j'ai couru 1 minute, une chance que j'avais 1 minute de repos après parce que je sais pas comment j'aurais pu faire ça 4 fois. Puis j'ai tout gardé ça, ces livres-là. Puis là, avec les années, ben, j'ai rencontré des gens qui couraient pour vrai. J'ai rencontré une femme qui s'appelle Joanne Brunel, qui est extraordinaire, qui est enceinte en même temps que moi. Puis elle a couché avant, puis pouf, elle a couru un 10 km au lac Brome. Je suis allée l'encourager. Puis j'ai fait, oh my God, je veux faire ça. Et j'ai acheté un livre, 10 kilomètres en 10 semaines. OK? J'ai eu mal, j'ai fait exactement l'entraînement qu'il y avait dedans. Puis Joanne me disait, je disais, il pleut, on va pas aller courir. Elle dit, ben, c'est du rafraîchissement gratuit. OK. Je dis, 1 minute, c'est terrible, tu n'es peut-être pas essoufflé. Elle dit, c'est juste 1 minute. Puis, plusieurs années plus tard, je me suis retrouvée sur la ligne de départ du marathon d'Ottawa avec elle. Puis, courir avec cette femme-là, ça a toujours été quelque chose qui se fait tout seul. Je cours beaucoup plus vite avec elle. Je devrais l'avoir tout le temps avec moi là, quand je veux performer à quelque part. Et puis, on a fait le marathon d'Ottawa. Elle a terminé, elle voulait se qualifier pour Boston. Moi, je voulais survivre. Puis, finalement, de fil en aiguille, j'ai continué à courir. Puis, j'ai rencontré, c'est les gens dans ma vie qui ont fait une différence. J'ai rencontré une fille de Sherbrooke, Marie-Pierre Royer, qui était une des premières coureuses d'ultra du Québec. Là, ça fait plusieurs années, une douzaine d'années. Puis je reviens d'un marathon, puis je la croise dans une toilette de Tim Hortons aux États-Unis. Je savais même pas qu'il y avait des Tim Hortons aux États-Unis à l'époque. Et puis, fait que je la croise, puis je sais pas par où venir, j'ai pas de GPS, je sais pas quel chemin prendre. Je disais, elle parle français, je vais la suivre dans les toilettes, je vais poser des questions. Puis elle venait d'arriver troisième au marathon de Bar Harbor que je venais de faire à- sur l'île, c'était en Maine, là, sur l'île, ça finit à Bar Harbor. Fait que c'est Mount Desert Island. Puis là, je me mets à parler avec elle, puis comme ça, on devient amis, puis elle me dit, toi, elle dit, t'as l'attitude d'une coureuse d'ultra. Je dis, bon, OK, on va aller voir, on va aller voir de quoi on parle. Fait que j'ai commencé à courir avec le club d'Offord pour le plaisir. Puis là, le monde d'Offord se demandait bien gros pourquoi je me déplaçais jusque-là pour y aller. Il y avait un beau club, il y avait 75 personnes, je pense, à l'époque. Fait que j'allais avec eux pendant une couple d'années, puis ils me disaient, Audrey, je bloguais sur la course, j'écrivais, ça s'appelait La Fusée verte, des réflexions de coureuse. Puis là, ils me disaient, Audrey, t'as du monde qui vont courir avec toi, pourquoi tu ferais pas un club? En 2010, je pars une page Facebook, ouais, de Club de trail de Bromont.
Là, la ville m'appelle puis ils me disent Hey, on a un club de trail à Bromont, peux-tu nous organiser une course? Pourquoi pas? Fait qu'on a organisé une première course avec les gens qui sont devenus mes cofondateurs du club de trail. C'est Jean-Daniel Buneau, JD, qui est encore coach aujourd'hui. Et puis Sébastien Martin, qui est aussi, je sais pas si tu connais Sébastien, je Ouais. sais que c'est un grand fan. Puis je me demande si tu l'as pas reçu même. En tout cas, Je l'ai pas reçu, mais c'est lui qui était le premier à me dire tu ah, dois absolument recevoir Audrey. Sébastien, on a couru ensemble, on s'est croisés en plein d'événements, mais on avait couru ensemble à Bromont, au Bromont Ultra. Sébastien qui Mais est généreux, mais généreux, qui a toujours été là avec le club, autant que JD. Fait qu'on est allé voir ce parcours-là que JD avait dessiné. Il était ami avec Sébastien. Donc, en 2012, on est allé faire ce parcours à Bromont pour faire découvrir les sentiers de la ville. Puis, je me suis joint à l'équipe, puis ils avaient déjà des amis des sentiers qui organisaient cet événement-là. Puis, ça a été la grande piqûre d'organisation d'événements et d'organisation de choses. Le club de triathlon de Grenby tombe en pause, sont venus courir avec notre petit club de trail qui commençait. Les gens étaient là pour aider, pour partager. Il y avait des bons coureurs qui joignaient à nous. Puis moi, je covoiturais au club d'Offord. J'ai emmené Alistair Gardner quand il avait envie d'aller faire une course par lui-même. Je me souviens plus trop comment on s'est rencontrés, là. Et puis, ah oui, à une course à Sutton. Puis Alistair me dit, si tu fais ça, je vais m'impliquer. Il dit, ça me tente de faire ça. Puis, je me souviens, Hélène Michaud était au Québec depuis pas très longtemps. Hélène est venue courir avec nous. Elle me disait, ben, voyons donc, Audrey, tu fais un club, ça coûte quasiment rien. Elle dit, en France, ça nous coûterait une fortune. Moi, je veux le plus de monde possible qui découvre ça, qu'ils arrêtent de se dire que c'est compliqué, difficile d'aller en trail, ça ne l'est pas. Euh, Puis, fait qu'il y a eu de plus en plus de gens qui ont découvert. Puis là, ben, de fil en aiguille, ben, le reste, la fondation du premier Bromont Ultra avec une équipe fantastique, puis plein d'autres choses qui se sont joints à ça. ça a fait boule de neige assez rapidement. J'ai l'impression du moment que tu dis que tu as rencontré Marie-Pierre dans une toilette de Tim Hortons qui te dit que tu devrais faire de la trail, puis boum, tout ça s'est enchaîné. Puis j'aime le fait que c'est quasiment pas par hasard, mais que tu décides de lancer le club de trail Beaumont parce tu découvres le club de trail à Harford, puis rapidement, c'est devenu ben, une institution dans le sens où les gens, il y a beaucoup de monde qui gravite autour du club de trail Bromont, beaucoup de monde qui y sont passés, puis ces choses-là font aussi des boules de neige. Je veux dire, le rayon s'étend, puis les gens passent par le club, soit ils restent, soit prennent un chemin différent par après, déménagent, eux de leur côté parlent de trail, puis c'est ce genre d'initiative-là qui fait qu'aujourd'hui, on est face à un sport qui est en explosion de popularité. Les gens qui participent à des courses de trail, ça augmente d'année en année. Ben, c'est plein d'initiatives comme le Club de trail de Bromont qui ont leur impact sur ça, puis l'impact sur notre sport, hein. À Bromont, le club, j'ai toujours voulu avoir ça très, très inclusif. Mhm. Euh, je me souviens, le premier Bromont Ultra, dans nos helpers, là, vraiment, moi, j'ai eu des mentors pour organiser un événement de cette envergure-là. La première année, les co-organisateurs qui sont venus me voir pour me dire, hey, c'était Gilles Poulain là, du Bromont Ultra. Il me disait, moi, je cours des ultras, des 100 miles, je ramasse de l'argent, j'aimerais ça en avoir un à Bromont. Lester puis moi, on a drafté un dessin de parcours. On a dit, OK, on fait ça 2 fois sur une napkin dans un café. Wow. Euh, puis je dirais que Alistair est beaucoup plus responsable que moi pour les douleurs que vous pouvez endurer dans cette course-là. Là. C'est vraiment lui l'ingénieur de ça. Puis bon, ça a continué. Mais pour dire que c'est ça, ça a été toujours des gens qui ont emmené quelque chose, qui ont fait évoluer vers quelque chose d'autre. Puis à ce premier Bromont Ultra-là, il y avait les directeurs de course de toutes les autres courses majeures du Québec qui étaient là pour nous aider. Ah ouais. Sébastien Côté du Haricana, il en était à sa 2e année. On était allés ensemble courir l'Ultra Trail. À l'époque, c'était North Face Endurance Challenge, celui d'Ontario qui n'a pas vécu très longtemps à Blue Mountain. On venait de courir ça ensemble. On avait loué un condo là-bas. Puis, on était restés à travailler sur nos courses. Puis là, il était présent à notre course. Il y avait Dan Desrosiers, le grand Manitou des courses là, avec les Ultimate 6C. Puis lui était dans le mountain bike avant. Dan, lieutenant Dan, qu'on l'appelle, ça a été la personne qui a complètement m'a fait faire un 180 sur ma vision des choses pour organiser des événements. Fait on avait les gens des courses thématiques, on avait les gens des courses gourmandes qui étaient là. Les directeurs étaient tous ensemble, puis ça travaillait ensemble.
c'était du jamais vu. C'était absolument fantastique. Il y a juste Nicolas Taillefer à qui je me suis excusée parce que notre course était une semaine d'écart avec le X-Trail. Il m'avait dit, c'est proche pas mal. Puis lui, il était bien occupé avec sa course, c'est sûr, mais on s'était quand même croisés. Les gens ont été fantastiques là, dans ces aventures-là, puis c'est hyper important à Bromont. On accueille les autres clubs, on leur charge rien s'ils viennent nous voir. C'est important. Ben, je trouve qu'il y a ça dans notre communauté, dans notre sport, cette entraide-là, on l'a vu à plein de moments post-pandémiques aussi. Je sais qu'à un moment donné, les directeurs de course de certains événements se parlaient pendant la pandémie. Comment on gère ça? Comment on s'adapte? Puis après ça, Arikana, qui a réussi à avoir lieu dans la pandémie, a comme été une espèce de test pour tout le monde. Puis en 2021, les autres courses sont inspirées. Il y a cette entraide-là entre les coureurs pendant les courses. Il y a cette entraide-là dans les clubs de trail. Il y a cette entraide-là entre les organisations. Puis c'est le fun de l'entendre aussi à travers toi qui as vécu les débuts du Bromont Ultra, qui est un événement qui est devenu rapidement fort et important pour notre sport, de voir que c'était à la base de ça. Puis tu parles d'inclusivité, c'est important que le club de trail le soit. Puis il y a beaucoup de ça, des clubs de trail qui sont organisés, parce qu'il faut une organisation, mais qui c'est pas compliqué. Tu peux te pointer, tu peux t'inscrire, ça coûte pas la peau des fesses parce qu'on veut que le monde bouge, c'est ça au final. Fait que d'entendre tout ça qu'à la base du Bromont Ultra, il y a toute cette belle histoire-là, cette entraide-là. Je suis pas surpris, mais c'est le fun de l'entendre. Puis regarde, là, c'est rendu, le Bromont Ultra célèbre pas son 10e anniversaire cette année, ou en tout cas sa 10e C'est édition. 2014, eux. Ils sont rendus à Ah, c'est 2014. 2014. On avait 2 ans d'expérience là, quand on a créé ça, là. Puis ça a vraiment ça a prospéré, prospéré. C'est pas lucratif, là, c'est la seule course qui est totalement philanthropique, ce qui est absolument fabuleux, là. Ben, Cette année, ils ont ramassé au-dessus de 600 000 $. ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Quand tu mets bout à bout tout ce qui a été amassé par le Bromont Ultra, c'est complètement fou. Puis moi, je donne souvent l'exemple, je dis souvent que ça donne des fois un sens à un sport qui, pas qu'il n'y en a pas, mais des fois, on se questionne, tu sais, ne serait-ce que comme coureur. Tu te dis, je m'entraîne, je mets beaucoup d'heures là-dedans, puis moi, je suis quelqu'un, des fois, qui recherche un peu le why, le pourquoi je fais les choses. Tu sais, oui, j'aime ça, puis ça me procure du plaisir, mais je pourrais aussi me procurer du plaisir à courir 3 fois moins de kilomètres, puis j'aurais plus de temps pour moi, puis j'aurais quand même du plaisir parce que je cours. Mais pourquoi on veut repousser ces limites-là? Puis des fois, l'aspect caritatif qu'un Bromont Ultra peut avoir, que certains projets solo que les gens vont organiser, qui vont le faire pour une cause, une course comme Cryo au Lac-Saint-Jean, c'est pareil. Il y a un aspect caritatif qui vient donner un sens à notre sport, puis dire, je fais pas juste ça pour mon propre plaisir. C'est déjà beaucoup de le faire pour soi, pour être bien dans son corps, dans sa peau, pour avoir des beaux objectifs. Mais quand on le fait, puis en plus, ça peut aider des gens, on dirait que ça boucle la boucle, puis ça vaut la peine d'aller monter la lieutenant Dan 2 fois, puis avoir les jambes pétées, puis J'ai aimé comment tu t'es déresponsabilisé. Non, mais si vous souffrez, c'est la faute de Lister. Ouais, on essayait de vendre des poupées vaudou de toutes les coachs du club, c'est celle d'Alistair qui se vend vraiment le mieux. Ah ouais, OK. C'est une blague. C'est une blague. Mais oui, la lieutenant Dan, c'est ça. C'est drôle parce que moi, le Bromont Ultra, j'aurais certainement pas l'occasion de le courir avant un bon bout de temps. Parce que j'ai couru en équipe à toutes les années. Je suis partie sur le premier départ, toutes les années où on pouvait le faire. Là, j'ai fait le 25, le 12, le 6, quand ça partait à 3h45 du matin. Je donnais le départ les premières années. J'avais le micro, je donnais le départ, je remettais le micro, puis je partais en courant. C'est des souvenirs là, qui vont rester gravés. Mais maintenant, je le fais avec la Fondation des sports adaptés, le Bromont Ultra. Ben Je me oui. souviens, là, Steve Charbonneau qui est arrivé en 2015 avec ses DAU, qui sont des fauteuils pour courir en montagne. Je peux te le montrer. Je sais que les gens ne l'entendront pas, ceux qui écoutent le podcast, mais ici, là, sur mon cadre, on voit une petite fille qui est assise dans un DAU, puis on traîne ces fauteuils-là en montagne, on les traîne. On les pousse, on les tire, puis on réussit à passer dans des sentiers relativement techniques. C'est sûr que moins c'est technique, plus c'est accessible pour les bénévoles d'aller Ben partout oui. avec ça. Puis au Bromont Ultra, on le fait en équipe. Fait qu'on se dit qu'on essaie de faire 80 kilomètres avec chaque DAU. Fait que là, cette année, on en avait 4 qui tournaient sur le parcours. Et puis, c'est des équipes d'à peu près 8 coureurs parce que c'est plus exigeant en Ben oui. sentier. Puis, fait qu'on tourne, on a des gens à mobilité réduite qu'on assoit, qui s'installent dans le DAU. Il y en a qui peuvent aider avec des bâtons pour avancer. Puis, on tourne pendant des heures, puis des heures, on fait le parcours de 6 kilomètres du Bromont Ultra. Fait que moi, je gère ça, ce qui fait que je peux pas vraiment aller courir mes courses maintenant en même temps. Fait que je vais courir avec le DAU.
Fait que je mets mon orgueil de côté. Je suis ces bons coureurs qui sont motivés comme des fous au Bromont Ultra. Cette année, on avait des militaires, des jeunes du Collège royal militaire de Saint-Jean. OK. Il y en avait au-dessus d'une vingtaine qui couraient pour la Fondation des sports adaptés. J'ai fait mes meilleurs temps sur Ah oui, les parcours de 6 km à vie. ça y allait. Oh, oui, j'étais presque accrochée en arrière du DU à me faire traîner. Là, ça a été souffrant. Parlons de la Fondation des sports adaptés parce que je le disais tantôt, tu es directrice adjointe. Parle-moi de comment cette implication-là auprès de cette fondation-là est arrivée sur ton parcours. Euh, En fait, je connaissais la fondation euh, du début du club de trail. Oui, déjà avec le Bromont Ultra. OK, c'est avec le Bromont Ultra que je l'ai connu en 2014. En 2015, quand Steve Charbonneau est arrivé avec le DAU pour le courir sur le parcours, pour courir avec des gens à mobilité réduite. Fait que moi, à cette époque-là, j'étais encore directrice de course du Bromont Ultra. J'ai fait ça les 3 premières années, mais mon mandat, c'était pas d'être directrice à vie, c'était pas, la course ne m'appartenait pas. C'était vraiment d'aider à démarrer tout ça avec Mhm. l'expérience que j'avais. Puis, fait que là, bon, Steve Charbonneau est arrivé avec la fondation là, mais on avait beaucoup d'amis en commun. Steve Charbonneau, il est né la même date, la même année que moi, dans OK. la région ici. Fait qu'on s'est Wow. toujours comme croisés de près, de loin. Et puis, fait que là, je suis allée faire du bénévolat pour la fondation en ski nautique. S'il y a bien quelque OK. chose que je fais pas, c'est ça. C'est du ski nautique. C'est pas quelque chose qui est dans ma vie, tout simplement. Il y a un moteur. Hein. Fait que les moteurs, ça faisait pas partie de ma vie à l'époque. Fait que je suis allée comme bénévole. Alors là, je me sentais assez inutile, mais finalement, je l'étais pas. J'étais dans le bateau à faire des thumbs up aux gens qui étaient en ski nautique. Donc, du ski nautique adapté, c'est quelqu'un qui est assis sur une planche assez large qui ressemble à une planche de surf, en fait, là, OK. dans une espèce de cage, mais pas attachée naturellement, avec sa ceinture de sécurité. Puis, tu as un skieur à droite et à gauche qui sont aussi assis sur des planches, puis qui sont là pour l'équilibre. Fait que le bateau part, puis la personne est assise sur la planche, puis peut tenir la corde ou pas. Fait que c'est vraiment bien organisé. Fait que moi, dans le bateau, je fais des thumbs up. Puis pendant que je faisais ce bénévolat-là, j'avais, moi, un commerce, une boutique de course à pied à Granby. J'étais avec Alistair Gardner, on était partenaires, ça s'appelait Course et compagnie. On n'a pas réussi à en vivre plus que 5 ans. On a décidé de la fermer avant la pandémie, mais on a eu des super bonnes années. Fait que là, je travaillais là-bas, mais quand est venu le temps, en 2019, de fermer cette boutique qui me permettait de vivre encore plus dans le milieu de la course, là, j'avais le club, j'avais des événements, puis je voyais mes coureurs tout le temps à la boutique. Là, je ne savais pas ce que j'allais faire. Vraiment, là, il y avait un gouffre en avant de moi, là, de me dire, si je saute de ce bateau-là, je vais nager jusqu'où avant de trouver quelque chose qui me satisfait. De toute évidence, quand on a un commerce, dans la course à pied au Québec, c'est pas parce qu'on veut rouler en Porsche et puis ni sur l'or, là, on vit de notre passion beaucoup. Fait que c'était important pour moi de faire quelque chose qui allait me chercher les tripes puis qui allait me garder dans mon milieu. Je suis allée passer des entrevues au gouvernement, chez Bombardier. J'ai pleuré, j'ai pleuré en sortant de là. Je voulais pas. Il y avait quelque chose dans mes tripes qui me disait non, non, c'est pas ça. Puis là, en courant, naturellement, en courant avec mon groupe ce matin-là, il y a une femme, Sonia Boulanger. Elle me dit, elle a travaillé à la Fondation pendant un temps avec Steve. Et puis, elle me dit, Audrey, elle dit, il me semble que toi puis Steve, ça fitterait vraiment. Elle dit, appelle-les donc. Fait que je téléphone à Steve, je dis, aurais-tu besoin de quelqu'un? Tu sais? Il dit, ben justement, on est en train de regarder, puis viens donc prendre un café. Fait que j'ai pris un très long café qui est devenu ma première journée de travail, en fait. Ah ouais. L'après-midi même, j'étais déjà sur des projets, puis j'ai commencé immédiatement à m'impliquer. C'était naturel. C'était juste naturel d'emmener, comment je dirais, moi, je vois l'arrière de ce qu'on fait pour être sur le terrain, pour être dans le sentier, pour être sur l'eau, pour être sur les pentes de ski. Moi, je vois ce qu'il faut faire avant. Ouais. Puis, ça fait que ça fitait. Puis, Steve me dit, je veux quelqu'un qui va lire dans ma tête. Je lisais déjà dans sa tête. C'était, c'était juste la suite naturelle à ce que j'avais fait dans toute ma vie.
Puis, je me suis assise dans son bureau. Mon Dieu, j'ai envahi son espace au maximum jusqu'à la pandémie, en fait, pour tout apprendre, ce que je pouvais apprendre de lui, parce que c'est la colonne vertébrale de la fondation. Cet homme-là, il est arrivé, il y avait 50 étudiants qui apprenaient à faire le ski alpin adapté. Puis aujourd'hui, on est rendu à 1200 personnes. Ça a été un travail d'équipe, mais Steve en est plein d'autres sports, plein d'autres choses. C'est que je suis vraiment tombée en amour avec la fondation. Ça ressemble beaucoup à de l'organisation d'événements, de l'organisation d'activités. C'est des relations avec les gens. C'est tout ça. Fait que c'était naturel de faire ça. Mm. Fait que dans ton parcours, il y a ce côté-là, organisation, tu sais, le club de trail, au lieu de, tu sais, on le fonde, on crée quelque chose, on est en arrière, puis des fois, c'est des boulots qui sont dans l'ombre, qui peuvent, je veux pas dire ingrats, mais tu sais, c'est beaucoup, beaucoup de temps des fois, puis le rendu, des fois, on voit pas, les gens sont pas conscients de tout ce qui s'est passé avant pour se rendre à ça. Pour moi, Ultra, je pense que ça a été semblable, c'est beaucoup, beaucoup d'heures, beaucoup de temps pour que le jour de la course, les gens aient du plaisir. Puis là, comme tu dis, la fondation, toi, c'est de voir comment on se rend à quelque chose. On organise, ça va être ça le produit final, comment on se rend à ça. Toi, tu te plais dans ce rôle-là, dans l'ombre, de pédaler, de travailler Oui. fort, puis de se rendre à quelque chose pour bâtir quelque chose. Totalement. Ça me motive énormément pour voir le résultat après, mais toute l'organisation, la préparation. Mais le Bromont Ultra, par contre, ça, c'est un travail beaucoup plus d'équipe que dans le club de trail, je me débrouille pas mal euh, en consultant, puis je fais le gros là, du travail vraiment toute seule, puis c'est correct. Ça grandit de manière organique. J'ai des bons outils. Puis, j'ai pas une grosse équipe, mais quelque chose comme le Bromont Ultra ou la Fondation des sports adaptés, on peut pas tout faire. Il faut diviser selon nos forces, selon ce qu'on aime faire. Au Bromont Ultra, on avait François Monette qui était le côté, là, mon Dieu, c'était le cerveau d'organisation de tout mettre par écrit, là, qu'est-ce qu'on faisait. Sans lui, on aurait été totalement perdu, là. Parce que tu as Il est visionnaire aussi, mais tu en as qui sont visionnaires et qui ne savent pas le mettre nécessairement Mhm. sur papier, là. Fait qu'on avait une équipe fantastique. Bromo Ultra, c'est comme... T'as Gilles Poulain, là, qui est vraiment, on s'avoue, là, qui était le cerveau de ça, là. Puis t'as genre 27 personnes après, là. Donc, c'est- ça travaille aussi fort. Le petit canard numéro 1 puis le canard 27, ils travaillent aussi fort. Ben oui, Mais c'est oui, ça. j'adore ça, la partie cachée dans les coulisses. Ouais, c'est ça. Puis de voir le résultat après ça, puis de voir l'effet que ça a sur les gens, que ce soit des coureurs, des coureuses qui traversent une ligne d'arrivée, puis qui ont accompli un grand objectif, que ce soit des gens qui, au club de trail que tu coaches, qui accomplissent leurs objectifs, ou que ce soit dans le cas des sports adaptés, de voir le visage de ces gens-là qui vous permettez de les amener dans les sentiers, dans le cas du Bromont Ultra avec la Fondation, mais que ce soit d'autres sports aussi. C'est quoi l'étendue des sports que vous couvrez? Parce que tu dis que ça a commencé avec le ski, puis que maintenant, Steve va en amener davantage. Et l'étendue des sports de la Fondation des sports adaptés. Alors, il y avait du ski alpin. Ensuite, il y a eu du ski nautique qui s'est ajouté quand Steve est arrivé en 2014, peut-être même avant, là, des fois je me trompe dans ces années. Et puis, il y avait aussi le fondateur Peter Tracy avait acquis des kayaks à un moment donné, plus d'aviron, mettons. OK. Et puis, mais ça n'a pas vraiment décollé comme un programme. Et puis, il y a des groupes externes avec qui on fait des partenariats. Puis, il y a dans le coin de Montréal, OCGA Stand-Up Paddle adapté. Fait qu'eux autres, OK. c'est du stand-up paddle. On embarque le fauteuil roulant sur une grosse stand-up. Et puis, encore là, c'est un petit peu loin, là, mais on embarque le fauteuil roulant sur la planche à pagaie. Il y a des flotteurs de côté. C'est un peu comme un trimaran Mhm. pour la stabilisation, la stabilité. Puis le bénévole peut embarquer sur la planche aussi, mais il y a des gens qui n'ont pas besoin d'un bénévole. Ils sont capables de pagayer tout seuls, mais bon, d'autres non. On peut aussi asseoir la personne directement sur la planche avec des flotteurs qui stabilisent. Fait qu'il y a eu le stand-up paddle qui est arrivé comme en troisième avec OCGA. Puis là, la fondation est devenue de plus en plus autonome. Il y a eu un gros don de vélos. Donc, on a le paracyclisme. Ici, le bureau où je suis, on est à côté du Centre national de cyclisme de Bromont. Fait qu'on est vraiment là, on traverse le stationnement, puis on est là, on est dans leurs anciens locaux avant qu'ils construisent le gros vélodrome.
Fait que le paracyclisme, le kayak, maintenant le kayak, c'est fantastique. Là, on est vraiment équipé pour que un quadraplégique soit totalement autonome sur l'eau, là. Ah Le ouais. quadraplégique, souvent, a l'usage de ses bras, mais pas de ses mains. Donc, les épaules, la tête, les bras, mais pas les mains. Fait qu'on réussit à positionner les mains avec des gants spéciaux qui glissent dans une fente. La pagaie est supportée sur un pivot. Puis on peut aller pagayer des heures de temps, la personne totalement autonome. C'est Wow. des moments, là. L'installation, des fois, est longue, là, mais ça vaut de l'or, là. On a eu un participant, là, un jeune de 30 ans qui s'est cassé le cou en plongeant dans une piscine à 14 ans. Là. Fait que lui, je l'en ai pagayé avec ses amis puis sa famille au lac Brome, puis on a fait 2 heures sur le lac, là, mais jamais il y a eu besoin de mon aide, là, à part pour l'installation. Sinon, on a juste pris des photos, nous, à la fondation, de ce moment-là. Fait que les équipements, il y a une dizaine de sports qui existent. Nous, on a des équipements. On pourrait aller tout simplement accompagner quelqu'un qui a une déficience visuelle à courir, mais c'est pas ça qu'on fait. La Fondation permet l'accès à des équipements qui coûtent souvent très cher, qu'on peut pas juste emprunter à notre voisin pour aller faire un essai. T'sais, un vélo de montagne adapté, ça vaut 18 000 US. On peut pas juste dire, me passes-tu ton bike? Il y en a juste pas de ces vélos-là. Fait que on a l'équipement, puis on a les gens qui ont l'expertise, les bénévoles. Il y a au-dessus de, oh mon Dieu, là, mes chiffres sont loin, là, mais je pense que je regarde mon tableau en même temps que je te parle, là, pour essayer de voir si j'ai pas un chiffre, mais c'est des centaines de bénévoles qui sont là pour accompagner. Fait que c'est vraiment ça le mandat là, dans cette dizaine de sports-là, d'emmener les gens à découvrir, à avoir accès, à vivre des moments qui vont leur permettre de gagner confiance en eux, d'oublier leur handicap. Mhm. Mais retrouver une forme de liberté, j'ai l'impression, quand tu parlais du kayak, qui quelqu'un qui est quadraplégique peut retrouver une autonomie complète dans le sens où il peut être seul sur le lac, puis faire ce qu'il a à faire, puis avancer, alors que c'est des gens qui perdent nécessairement une liberté quand il y a un fauteuil En vélo roulant, quand il y aussi, a une ouais. adaptation comme ça, là. On le fait en vélo aussi, on peut adapter quelqu'un, la personne peut freiner avec la tête. OK. C'est fabuleux, là. Fait qu'il est capable de pédaler, c'est les deux mains en même temps. Ouais. Puis que les mains soient positionnées pour rester bien sur le volant, le guidon, pardon. Fait que c'est fou, là, ce qu'on peut faire. Là, on a des jeunes, cet été, on a eu des jeunes en planche à pagaie qui étaient non-verbales, non toniques. C'est-à-dire que leur corps bouge pas, qu'ils sont pas capables de parler. Des fois, il y a juste un petit son qui sort comme hi, c'est juste ça. OK. Puis c'est la seule manière dont on communique. Leurs parents, leur entourage les connaissent vraiment bien. Puis peuvent nous communiquer à quel point ça a été une expérience pour eux positive ou négative. Puis c'est toujours positif, fait qu'on peut aller passer une demi-heure, 1 heure sur l'eau à pagayer quelqu'un qui est dans son fauteuil roulant. Puis quand on débarque, toute la famille pleure parce que l'enfant a vécu le plus beau moment de sa vie. Fait ça, c'est vraiment particulier, là. Cette dizaine d'activités-là qu'on fait, là, touche beaucoup de gens puis réussit à servir une clientèle qui est très large. Mhm. Le ski de fond, cet hiver. Le ski de fond paranordique dans les luges, ça, c'est le gros lancement qu'on fait cet hiver. Ah Là, on a ouais. commencé graduellement dans les 2 dernières années. Mais là, bon, en ce moment, il fait plutôt vert là, pour un 2 janvier. Mais ça va être ça va être notre grosse expérience là, cette année. On a 2 autres luges paranordiques qui s'en viennent, ce qui va nous mener à 4. Puis ça, c'est un travail d'équipe fantastique. Il faut que la personne dans la luge ait un bon tonus du haut du corps pour être capable de se propulser avec les 2 bâtons. C'est de la double poussée. OK. On alterne, on est comme déséquilibré, fait qu'il faut vraiment y aller en double poussée. Puis, s'il y a un petit peu de côte, on est fatigué, mais ce qu'on fait, c'est qu'on met un bungee comme pour faire du canicross, une corde Ouais. avec un élastique dedans, qu'on attache aux hanches du skieur qui va être, mettons, devant, aux hanches avec une ceinture de canicross. D'ailleurs, j'ai adapté beaucoup les équipements de canicross. Là. Ouais. Je suis allée magasiner des ceintures de canicross qu'on s'est servi déjà l'année dernière. Fait qu'on met le bungee, on accroche ça après la luge, puis là, c'est un travail d'équipe. On tire pas la personne derrière nous, puis c'est pas se donner une promenade à quelqu'un. C'est vraiment pas hyper forçant pour le skieur à l'avant. Et ça aide énormément la personne à l'arrière sans qu'elle se fasse traîner
elle travaille encore. Ça devient un peu comme du vélo tandem ou c'est une collaboration. Oui, 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 tout à fait. J'aurais des histoires à te raconter à pu finir. Là, Mais on tu a le dis temps, Audrey, on tandem, a le temps. pense à d'autres choses, tandem, une jeune, on est allé à Sherbrooke, une sortie scolaire de vélo. Et puis, moi, je vais avec le tandem, puis avec ma collègue sur son vélo pour accompagner une jeune de 10 ans avec une déficience visuelle. Elle voit comme la lumière, mais elle voit pas les détails. Peut-être qu'elle voit, non, elle voyait vraiment pas. Elle voit vraiment la lumière, puis elle reconnaît beaucoup les gens autour d'elle par le son de leur déplacement, hein. Puis là, ils nous mettent dans un groupe, puis il y a 3 groupes. Il y a un groupe rapide, il y a un groupe moyen, puis il y a un groupe lent. Fait que là, ils ont déficience visuelle avec un tandem, on la met dans le groupe lent. Fait que là, on arrêtait, on repartait, on arrêtait, on repartait, parce que le groupe avait beaucoup d'arrêts à faire. Fait que là, on est devenu vite bonne, cette jeune fille-là et moi, pour les arrêts et les départs ensemble, hein. Là, on avait développé rapidement un code, il y a déjà des codes de base, mais là, elle a intégré tout de suite là, les départs 1, 2, 3. On disait quel pied on mettait sur telle pédale, puis comment on faisait nos arrêts. Rendu au petit parc, elle dit, penses-tu qu'on pourrait aller dans un autre groupe? Je dis, oh que oui, et puis on va être dans le groupe rapide et on va être en avant du Ah groupe rapide. ouais. Fait qu'on a suivi le professeur sur le retour, on était deuxième en avant du professeur. Ça a roulé, puis à Sherbrooke, il y a de la côte. Ah On oui. a fini par une longue montée de chemin de terre. Puis là, j'ai dit, tu prête, on va se lever. 1, 2, 3, debout. Les deux, on a monté toute la côte Wow. avec la jeune. C'était incroyable. Après ça, là, j'ai dit, OK, là, je te fais un high five. Elle met la main. Ça a été là, une expérience fantastique. Puis ses parents ont loué un tandem pour tout l'été après ça. Fait que, elle a pu faire du tandem, puis continuer. Puis elle, c'est une jeune fille qui est entraînable. Fait que nous, on voit ça. euh, pardon, il faudrait d'ailleurs que j'en parle avec le Centre national de cyclistes parce que là, cette cycliste-là, cette jeune fille-là, elle est capable de souffrir. Elle est capable de s'entraîner. Fait que je sais qu'elle a un potentiel peut-être paralympique, on ne sait pas, mais Mhm. ne serait-ce que pour le plaisir, elle va avoir du plaisir à s'entraîner. Ben oui. C'est un potentiel qui est là. Puis comme on est juste à côté du Centre national de cyclisme, et puis que Sébastien Travers, qui est l'entraîneur-chef de Cycling Canada là, par an, est juste là, j'ai juste à... On leur parle. Ben non, Voilà. c'est ça. Puis tu sais, c'est Marianne Hogan que j'ai reçue quelques fois dans les Oui, dernières années, qui était justement oui, cycliste accompagnatrice avec, ben, cycliste pas juste ça, parce que c'était une triathlète qui était pratiquement 100% aveugle, qui s'est oui, rendue jusqu'aux Jeux olympiques, aux Jeux paralympiques. Puis tu sais, c'est ça, il y a des gens comme ça qui, ça leur prend juste une petite étincelle, la découverte d'un sport ou l'aide de quelqu'un, dans ton cas, tu es allé avec cette fille-là, puis tu as vu le potentiel, tu as découvert un potentiel immense de la part de cette jeune fille-là. Puis au final, c'est comme tu dis, si c'est de l'entraînement pour le plaisir ou de l'entraînement qui devient un jour pour un objectif paralympique, c'est immense pour cette jeune fille-là qui vient de découvrir quelque chose, qui a une passion comme nous, comme toi puis moi pour la course, pour c'est d'autres, c'est ça. autre chose. Des fois, ça prend juste la petite bougie d'allumage, puis la petite tape dans le dos, puis l'aide parce que c'est un sport adapté, ça prend un bénévole avec, puis ça peut Oui. changer des vies. Vous devez changer des vies au quotidien, puis c'est beau comme ça de t'entendre, puis de voir l'impact que vous avez pour ces gens-là. Changer des vies, c'est ça qui fait que tout ce qu'on fait avant, comme je disais tout à l'heure, dans le bureau, tu sais, à notre ordinateur, puis partout, c'est ça qui nous motive. Puis j'avoue que c'est un beau petit bonbon aussi de pouvoir dire, ben, vendredi après-midi, on fait du ski élite à Bromont avec nos gens qui sont autonomes. Ça- Regarde, la limite entre le travail, je dirais personnellement, là, la frontière entre mon travail et mes loisirs est floue. Mhm. Elle est floue, puis je pense que c'est une grande chance. Je souhaite à tout le monde de vivre ça, de trouver que leur travail, c'est aussi bien que leur loisir. Une C'est pas extension de leur toujours, passion. c'est pas toujours les fleurs, c'est pas toujours le grand bonheur et on flotte, là. Il y a de la vraie job. Mais au final, quand je reviens d'un voyage à quelque part, je suis jamais triste de retourner au bureau. Non, c'est ça. Je pense qu'au quotidien, le why, la raison d'être de ton travail, de pas être loin à trouver. Ouais, il y a plusieurs raisons, c'est sûr. Puis ouais, je pense que tu as bien raison, Yannick, en disant ça. Je trouve ça beau que vous soyez capable d'amener ces gens-là à se dépasser. Euh, j'ai le goût de revenir à toi de dépassement parce qu'on a parlé beaucoup de l'implication que tu as eue pour les autres, pour, avec le club de trail, faire découvrir ce sport-là, ta boutique de course, la Fondation des sports adaptés.
Moi, j'ai le goût qu'on parle d'Audrey la coureuse parce que tu as aussi toi-même tes propres objectifs, puis tu as fait des courses, ça fait longtemps que tu cours en trail, tu as participé à plusieurs événements. Parle-moi un peu de cette portion-là de ta vie comme coureuse. Tu parlais de le North Face Endurance Challenge en Ontario. J'ai vu que tu as fait le Montreux Trail Festival. Tu t'es Ah promené pour la oui, course. mon Dieu, Parle-moi de ça. c'était... Écoute, avoir ta réaction, parle-moi du Montreux Trail Festival. Ah, ça, c'était une première édition, c'est en Suisse, à Montreux. Et puis, ils ont un kilomètre vertical, ils ont un 60 kilomètres. Il y a toutes sortes de distances, là. Puis, moi, je suis allée là avec un ami qui, lui, enchaînait 3 courses. Il faisait le kilomètre vertical, le 60 puis le 34, les 3 jours de fil. Puis, il est arrivé dans les 20 premiers les 3 fois. Là, c'était Éric Drolette. Il était sur l'équipe Salomon Canada à l'époque. Puis, on avait eu un fun noir à faire ça. Puis, moi, je faisais le 34. Pardon. Moi, mes 2 parents sont français. Donc, je suis européenne à moitié et je suis née ici. Fait qu'on a atterri en France. On s'est rendu en Suisse. Puis là, on arrive en Suisse à notre condo à 1300 mètres d'altitude. Puis là, les trails partent de là vers le haut. Puis là, on se dit, il faut être tranquille. On a une course dans 7 jours, ça. Fait que là, on part pour le fun, une petite run le premier matin, c'est le lendemain de notre arrivée, on part pour une petite run. Je pense qu'on a fait 18 km, 2500 mètres de montée pour le fun, parce que là, j'avais une cuisse pétée qui faisait mal. Mon Dieu, on s'est tellement laissé emporter. Puis là, j'ai découvert que j'avais le vertige. Je savais pas. Parce qu'à 2000 mètres d'altitude, quand ça tombe des deux côtés, il y a comme un côté, une perspective que j'avais pas connue dans ma vie au Québec. Fait que ça a été toute une découverte. Fait que là, on a les jambes pétées. Puis, ah oui, j'ai une amie qui était à Chamonix pendant ce temps-là, Karine Darche, qui est devenue directrice du Bromont Ultra après moi. On s'entraînait ensemble. Puis, au Québec, j'avais dit, hey, j'ai une opportunité d'aller en Suisse. Tu sais, je vais aller faire une course. Attends, je vais être à Chamonix en même temps, je vais y aller avec toi. Fait que là, on part de la Suisse, on va faire un tour au Mont-Blanc. Fait que là, cours au Mont-Blanc, au plan de l'Aiguille, c'est une course de récupération, il fallait récupérer la course de quand on était arrivé. Éric, lui, il était top shape, là, il partait, il était allé rejoindre le glacier, il était en feu, là, c'était vraiment un super voyage. Fait que cours un petit peu là-bas au Mont-Blanc, ça commençait à aller mieux. Ensuite, bon, Éric fait ses courses, je le soutiens là-dedans, je le suis. Karine vient nous rejoindre. C'est la 3e journée des courses en Suisse. Mais là, tu es dans les alpages, là. C'est inexplicable. C'est tellement différent. Ta montagne, elle est en gazon, en foin, en fait, parce que eux, ils lâchent au printemps les vaches, là, puis ils partent, puis ils reviennent juste à l'automne. Fait que tu as des sentiers là-dedans, mais c'est vraiment tout ouvert, puis c'est les Alpes. Fait que c'est ça, on était à la 3e journée, puis c'est mon tour de faire la course, mais je me suis familiarisée en suivant Eric d'un ravitaillement à l'autre, hein. Fait que là, commence ma course, ça part par une montée, je me souviens plus. C'était quoi, 700 mètres de dénivelé, direct en partant, dans les alpages. Là, tu as les femmes de la place, là, qui ont, mon Dieu, l'air d'avoir plus que 70 ans. Là, j'ai des excellents coureurs dans le club qui ont du 70 ans, ça leur enlève rien. Mais là, partir avec ça, là, elles marchent, là, elles plantent leur bâton. Plante, marche, marche, marche. Plante, marche, marche, marche. Plante, marche, marche, marche. Des horloges. Puis là, elles nous distancent. Il y a personne qui court là-dedans, là. Elles nous distancent, elles s'en vont, là, tu les revois jamais, là. Ah ouais. C'était fabuleux à voir ces femmes. Mais moi, c'est ce qui m'a touchée. Bon, c'est sûr, il y avait des hommes, il y avait des coureurs, il y avait des athlètes incroyables, mais moi, ça a été ces femmes plus âgées de la place qui ont une vie de montagne dans le corps. Je me suis dit, mon Dieu, si je peux être comme ça plus tard. Ça a été une révélation. Puis cette course-là, les paysages sont fantastiques. Tu vois à perte de vue les montagnes. Puis là, je courais avec un petit groupe de Suisses qui étaient des habitués. Puis là, il commence à avoir des nuages au loin. Il dit, il va falloir mettre nos parkas. Puis moi, ouais, un parka, tu vas pas t'habiller, là, il fait 20 degrés, on est dans les montagnes. Ils m'ont dit, ma petite Québécoise. OK, qu'est-ce que tu veux? Là, ils m'ont expliqué que l'orage qui s'en venait en arrière, là, si ça nous tombait dessus, on pouvait tomber en bas de 0 dans les degrés. Et puis que le seul endroit où l'eau pouvait aller, c'était dans le sentier où on était. Il n'y a pas d'échappatoire, là. Puis là, ça tombe des deux côtés, encore une fois, de au moins 2000 mètres.
Fait que c'était de toute beauté, puis c'était toute une expérience. J'ai fait le cut-off, là. C'était 34 kilomètres avec, je me souviens plus si c'était 3500 ou 4500 mètres de dénivelé. Ça finissait, rendu là, plus ou moins 1000 mètres. Ça finissait par un 15 kilomètres de descente. J'ai jamais été aussi heureuse de revoir des montées dans une course. C'était vraiment quelque chose. Alors ça a été une expérience à refaire. Puis quelques jours après, on courait un glacier 3000. Je peux te dire qu'en revenant en septembre, là, au Arikana, là, je l'ai trouvé facile. T'avais Dans des le jambes. 44 au Arikana, là, j'étais top shape. Rendu là, j'avais eu un entraînement de feu pendant ces 2 semaines en Suisse. La montée de la Montagne Noire à la fin, ça t'impressionnait pas, là, après avoir Ah fait non, des milliers de mètres dans les Alpes, là. la descente snowboard style en boîte, la montagne noire, là, il n'y avait rien là. Mais donc, mes objectifs, ça a évolué avec le temps. Ouais. Au début, je te dirais, les premières années, les enfants étaient jeunes, c'était une façon d'avoir des vacances à l'extérieur de la maison, puis de ma vie quotidienne. C'était la connexion avec les gens. J'avais envie de faire beaucoup de courses, puis de vivre autre chose. Ça me définissait Mhm. autrement que maman. Ouais. Je les aime d'amour, mes enfants, mais j'avais besoin de ça. J'ai toujours eu besoin de me réaliser à l'extérieur. Et puis là, ben, j'ai comme transposé mes intérêts. C'est plus moi de partir partout, c'est de vivre des expériences, d'essayer de trouver plus un équilibre. Les enfants viennent pas plus dans mes courses, là, ils ont leur propre sport. Mais là, je veux bon, faire mon travail et puis ne pas me réveiller la nuit parce qu'il y a plein de trucs que j'ai pas fait. Euh, je veux aller courir avec le monde du club et être capable de faire le tour de la montagne demain matin s'il faut, garder ce minimum de forme-là pour coacher ma gang. J'ai plus nécessairement envie de faire, je dis pas que je le ferai pas, là, mais de faire la plus longue distance de ma vie. Cette année, j'ai envie de supporter, supporter mon chum ou supporter quelqu'un. Je fais une meilleure crew que tu peux pas imaginer dans une course. Ben, avec l'expérience que tu as, écoute, la gestion du crew, ça doit y aller, là. Je peux faire ça. Tu sais, c'est autre chose. J'ai envie d'équilibre. Je fais d'autres choses que de courir. Moi, je fais de la moto, d'aventure. J'en ai moins fait cette année, mais c'est autre chose que j'aime beaucoup. Fait que j'ai d'autres intérêts. J'adore le ski de randonnée. J'ai un club de randonnée alpine. Fait que le ski de fond aussi. Là, cette année, je vais faire mon PNCE, mon niveau 1 en ski de fond. Fait que j'ai plein d'autres intérêts. Fait que je te dirais que c'est la recherche de l'équilibre. Ça serait, si tu me disais 2023, ça s'enligne vers quoi, là? Ça s'enligne vers cette recherche-là. J'ai été extrême dans plein de choses. Puis Mhm. là, on dirait que j'ai plus de rage en dedans, de besoin de réaliser tout ça. Hey, je vais avoir 50 ans dans 6 mois. Fait que je vais avoir 50 ans dans 6 mois. Fait que j'ai comme ce besoin d'apaisement, d'équilibre, de partage. Est-ce que tu sais, il y a des gens qui, quand ils changent de décennie, ou c'est comme des points tournants, des moments d'introspection, de réflexion, qu'est-ce que je veux pour la prochaine décennie? Est-ce qu'à l'approche de ce 50e anniversaire-là, dans 6 mois, tu sens que tu as ça? Qu'est-ce que de vivre, pardon, de viser un équilibre en 2023, est-ce que ça fait partie d'une réflexion pour ce 50e anniversaire-là? Est-ce que ça a une importance pour toi, ces changements-là? Je t'aurais dit d'emblée, là, il y a quelques mois encore, non. Mais finalement, je me demande si c'est pas quelque chose qui se fait naturellement, pardon, dans notre société aux 10 ans ou pas, mais d'avoir une espèce de reset de qui on est, de ce qu'on veut, de nos objectifs. Je sais pas si c'est un addon, que c'est un hasard que ça tombe autour de mes 50 ans. Parce que, bon, moi, à mes 50 ans, je veux aller courir. J'ai pas d'autre objectif que, comme à chaque année, de sortir puis de me dire, ah, moi, j'ai une année de plus puis je suis encore sur mes jambes. Ça me fait du bien. Moi, les surprises, les gangs d'amis que j'adore, mais quand je leur dis que j'ai couru 70 kilomètres puis ils savent pas si c'est plus que 7 kilomètres, en fait, comme effort, hein, Ouais. je trouve ça difficile. J'ai besoin de cette connexion-là avec des gens qui sont dans mon cercle naturel actuel. Fait que je pense que oui, c'est un lien avec le 50 qui s'en vient, mais ça se serait certainement fait
quand même si c'était pas du chiffre, ça se préparait. Donc, c'est sûr, il y a plein de choses qu'on réalise qui évoluent, qui changent, puis en même temps qu'on veut préserver. Tu sais, je regarde ma gang là, de coureurs le samedi matin, quand on va prendre le café après avoir couru au club, là, ben, je suis le bébé dans ma gang de café du samedi matin. C'est, c'est fantastique. Serge, il est rendu à quoi, Serge? On a fêté ses 70, ça fait un bout. Là, il dit, mon objectif, c'est de revenir. Il a marché l'année passée, il y avait une blessure. Il dit, mon objectif, là, c'est de revenir courir là, cette année. Là, tu sais. Fait qu'il a couru. On est allé courir le 31 ensemble. Hein. En fait, moi, j'ai marché à cause de mon virus, là, Ouais. mais c'est. Fait qu'il y a des choses qui changent, qui évoluent, je cherche l'équilibre, mais en même temps, il y a tellement de choses que je veux préserver, puis que je sais que c'est faisable parce que j'en ai des exemples à tous les jours. On a remis, le club a 270 membres, le club de trail de Bromont. Je serais curieuse de savoir, là, je dis souvent que je pense que c'est le plus gros au Canada, là. Ça se pourrait. Je suis pas totalement sûre, là. Mais à part un club là, qui inclurait tous les autres sports que le trail, là, mais je pense que juste trail, là, il y a pas mal de monde. Puis sur cette grosse gang-là, il y en a énormément qui sont des exemples. La moyenne d'âge est dans la mi-quarantaine. OK. Donc, c'est pas un sport de petits jeunes. Ça prend un certain équilibre dans la vie pour en faire un mode de vie, pour vraiment en profiter. Puis ça devient une partie de nous-mêmes là, de faire tout ça. Ça se fait pas. On sort de la course, on vient dans la course, on sort de la course, on vient dans la course, mais à un moment donné, ça reste. Ouais. Je pense que le trail ici, c'est peut-être le club de trail puis la moyenne d'âge est un bon exemple, mais en Europe, c'est vraiment beaucoup ça. Moi, c'est ce qui m'a marqué le plus. Puis je le savais, je n'avais entendu parler qu'en Europe, les moyennes d'âge sur les courses étaient plus élevées que ce qu'on peut retrouver ici en Amérique. Mais en allant cet été courir à l'UTMB, tout ça, j'ai vraiment vu ça. J'ai passé ma course à courir avec des gens autour de moi, à dépasser, me faire dépasser, à jaser. Puis des gens dans la cinquantaine, dans la soixantaine, puis même jusqu'à 70 ans. Puis c'est très inspirant de voir ça parce que on s'entend, tu t'en vas courir, moi, dans le cas de la CCC, on est 1900 coureurs. Personne est là pour des positions. On est 700e ou 300e ou Tu l'as fait 1200e. ou tu t'en vas la faire? Je l'ai faite l'année passée. Wow. Puis, tu sais, tu jases avec ces gens-là, puis tu vois à quel point eux, c'est ça l'objectif au final, c'est d'être capable d'accomplir ce que ces gens-là accomplissent. Toi, t'es là à suer, puis à essayer de monter un col, puis à avoir 2, 3, 4, 5 000 mètres d'impact, puis t'es à côté de ces gens-là qui sont des forces de la nature, puis tu te dis, il y a 60 ans, il y a 70 ans, puis il accomplit encore ça. C'est ça l'objectif. C'est pas une position, c'est pas un temps, c'est pas peu importe quoi, c'est ça. C'est de préserver. Puis là, on parle de quelqu'un qui court un 100 km, peu importe, mais juste d'être encore capable de bouger, d'aller jouer dans le bois. Moi, je dis tout le temps qu'on s'en va jouer dans la montagne, qu'on s'en va jouer dans le bois, d'être capable de le faire longtemps, puis de mettre en place présentement, même si moi, j'ai 31 ans, de s'entraîner intelligemment pour pouvoir le faire encore un autre 30 ans, puis dans 40 ans, puis de faire ça. Puis on a plein d'exemples autour de nous, mais je sens qu'au Québec, c'est beaucoup vu comme étant un sport, entre guillemets, de jeunes, puis ça l'est tellement pas. Parce que les exemples qu'on nous montre, ce qu'on voit, ce qu'on met de l'avant, c'est beaucoup ces jeunes-là où on met beaucoup de l'avant le sport élite, les gens qui vont aller battre des records, qui vont gagner des courses. Mais quand tu regardes un enclos de départ d'une course au Québec, il y a de tout le monde, de tous les âges. Puis c'est ça qui est beau à voir. C'est des gens qui repoussent encore ces limites-là à des âges avancés. Puis tu te dis, OK, voilà, c'est ça l'objectif à terme, là. Ouais. Moi, je pense que je fais j'ai un bon équilibre avec les gens autour de moi qui sont très performants. Comme quand on avait la boutique à Leicester, puis moi, à Leicester, c'était un coureur, on s'entend, élite, performant. Puis moi, j'étais la petite maman qui travaillait avec les cas d'enfants, puis qui était capable de faire les mêmes choses pour à la même vitesse, là. Fait que on avait les deux extrêmes, entre guillemets, du coureur élite, pas d'enfant, qui en fait sa vie, et puis de moi qui a la famille, qui a les contraintes, puis qui est moins rapide. C'est comme dire tout le monde est capable. Ouais. Tout le monde est capable, plus jeune, plus vieux, ça dédramatisait la chose, ça la rend, comment je dis, ça la démocratise, c'est ça le mot que je cherche. Ça démocratise le sport de dire, ben, c'est pas grave. Au club, on a des niveaux, hein. Il y a des groupes. Fait que c'est sûr que
On va pas aller mettre nous, on a le niveau coureur des bois, qui est plus un niveau d'introduction. On les envoie pas avec le groupe A, B+, courir. Tu sais, ils sont ensemble, les gens se reconnaissent, ils vivent une expérience qu'ils recherchent, qui est commune, là, tout le monde vient trouver ce qu'il cherche, mais en même temps, ils vont aller plus vers le même, ils ont le même besoin que, je sais que notre coureur plus rapide, comme Sébastien Martin m'a déjà dit, il coachait notre groupe B à un moment donné. Il dit, OK, là, le café, là, c'est après, là. On fait une pause. Le monde commence à jaser, là. Non, le café, c'est après, là. Fait que c'est comme, OK, go, on court. Alors que dans le groupe Coureur des Bois, ben, on va plus s'attendre, on fait des retours dans tous les groupes, là, pour garder le groupe ensemble, mais c'est différent. L'ambiance Ouais. est différente. Mais en même temps, tu peux mettre ces gens-là ensemble et les faire se connecter. Puis moi, c'est ce que je remarque après 130 épisodes de podcast, c'est que les histoires de quelqu'un qui est plus mid-pack, backpack, va aussi inspirer quelqu'un qui vise la Oui. performance et vice-versa, parce qu'au final, on fait le même sport, on fait les mêmes courses. Puis c'est ce qui est beau dans notre sport, c'est que tu en fais le Bromont Ultra, que tu finisses premier ou 200e. Tu as été sur le même parcours, tu peux raconter les mêmes histoires, puis la discussion de parking après un entraînement est la même que tu aies monté la montagne en 32 minutes à fond la caisse ou en 1h10. Tu peux avoir la même discussion, tu peux te connecter sur les mêmes choses. Puis c'est ce qui est beau de notre sport, c'est que dans un club comme le tien, au final, oui, c'est pas la même vitesse tout le monde, mais à la fin, quand tu prends ton café, quand tu jases dans le parking, tu as vécu les mêmes affaires, puis tu peux échanger là-dessus, puis te donner des trucs. Puis il y a des gens qui sont extrêmement inspirants, qui visent vraiment moins de la performance, mais qui ont tellement une expérience immense dans notre sport, qui en font depuis longtemps, qui ont des trucs. Ben, la jeune fusée qui arrive, qui court le 10 km en 32 minutes, puis qui s'en va en trail, peut apprendre de ces gens-là, puis c'est de mixer ces gens-là, puis c'est ça qui est le succès, je pense, d'un club de trail. Quand je regarde les clubs autour de moi, la performance, ça devient même pas secondaire, c'est en arrière complètement de la liste de priorités, puis c'est de mettre des gens ensemble qui ont une passion commune, puis de les faire échanger, puis tout le monde peut s'inspirer l'un l'autre, peu importe les résultats ou les podiums ou les performances, hein. Non, j'aimais beaucoup qu'à l'époque où tout le club partait du même endroit, je m'adressais à chaque fois à tout le club avant le départ. Là, avec la pandémie, on a fait des groupes, aussi avec la grosseur avec le nombre de membres qu'on a, on a dû se séparer puis partir de plusieurs endroits. Mais on partait tout le monde ensemble. Puis j'essaie de le faire encore avec les groupes que j'ai, de leur parler avant de partir puis de leur rappeler que cette idée qu'on ralentit le groupe est erronée. On ne ralentit pas le groupe. On part ensemble, on vient ensemble. Quand quelqu'un revient vers l'arrière pour aller te taper dans la main et t'encourager, tu lui dis merci. C'est tout. Cette personne-là, là, elle est contente que tu lui dises merci parce qu'elle a l'impression qu'elle t'a aidé. Elle t'a Mhm. certainement aidé aussi. Puis à un moment donné, c'est pas toi qui es en arrière. Tu te retrouves au milieu. Le groupe bouge. Ça peut être une montée qui va être ta force, ça peut être la descente qui va être ta force. Quelqu'un peut tout à coup avoir une indigestion. Tu n'es pas en arrière pour toujours. On a tous nos moments, mais de dire merci, tu ne ralentis jamais le groupe. Moi, je fais courir les gens tout le temps. Tant que la dernière personne n'est pas arrivée, il faut être en mouvement. Fait que tu es rendu en haut de la côte, on s'en fout, tu la redescends la côte. Hein? La personne qui est derrière toi, elle est encore en train de s'entraîner, alors que toi, tu ne ferais plus rien en haut. Fait que, on essaie vraiment là, de garder ce mouvement-là. Fait qu'à chaque fois, puis ça, c'est quelque chose que je trouve extrêmement important quand que tu guides des groupes, c'est de toujours rappeler que tu n'es pas un boulet pour le groupe. Tu n'es pas un boulet pour aucun groupe. Puis sérieusement, si un groupe te fait sentir que tu es un boulet, ben tu n'es pas dans une trail, là. Non, c'est Dois te ça. tromper, tu dois être dans un autre sport, là. Mais j'aime l'aspect qu'il faut être toujours en mouvement parce que ça fait que ta première rendue en haut de la côte, puisqu'elle doit continuer d'être en mouvement, c'est la personne qui prend un peu plus de temps à monter, qui motive la première personne à continuer, puis qui fait qu'à la fin de la semaine, cette personne va peut-être avoir fait 4000 mètres de dénivelé au lieu de 3400. Puis ce 600 mètres-là, à force d'en faire à droite, à gauche de plus en attendant, puis en rejoignant l'arrière du groupe, puis en continuant, ben, ta personne qui, dans d'autres sports ou dans d'autres contextes, pourrait se sentir comme un boulet, cette personne-là est en train d'aider une personne plus rapide à en faire toujours plus. Fait ils sont autant dépendants l'un de l'autre, puis tout le monde est ensemble là-dedans, puis tout le monde est dans le même bateau, là. Il faut se parler quand on court. Je parle pas ben, on peut se parler entre nous, là, mais il faut se parler à nous-mêmes, puis se dire, c'est quoi le conseil que je donnerais à quelqu'un d'autre dans la position où je suis en ce moment. Il y a des fois où c'est vraiment désagréable de courir, là, on s'entend, là,
C'est pas tout beau, tout rose et on a du fun et c'est cool, là. Courir, il y a des moments, il y a des moments désagréables. Et puis, tu sais, qu'est-ce qu'on se dirait, hein? Moi, je suis bien bonne pour donner des conseils aux gens, hein. Puis je suis aussi bien bonne pour parler en ayant l'air de pas souffrir pendant que je cours, puis coacher un groupe. Puis, ce que je dis aux autres pour les aider à terminer leur entraînement, parce qu'il n'est pas question de rester à l'autre bout de la montagne puis rien faire, là. Il faut que la personne revienne puis dans les temps puis que ça ait bien été. Ben, ces choses-là, je suis obligée de me les dire à moi quand je suis toute seule puis quand j'y vais. Fait que je pense que c'est bon pour tout le monde de se dire, ben, qu'est-ce que ma coach m'aurait dit? Qu'est-ce que moi, je dirais à quelqu'un d'autre, hein, pour tous ces moments difficiles, hein? T'as mal à ton genou droit pendant que tu cours. Ben, tu peux aussi te souvenir que la dernière fois que tu as eu mal au genou droit, tu as fini avec mal juste au genou gauche, puis tu n'avais plus mal à droite. Tu sais. De se souvenir de ce que tu as vécu dans le passé, tu sais, les expériences. Ah, il mouille. Ben, c'était quand la dernière fois que j'ai couru sur la pluie, puis je l'ai-tu regretté? Puis comment ça s'est passé au final? Puis j'ai-tu eu plus de fierté ou moins? Ou, tu sais, on regrette jamais d'être allé. Fait qu'il faut vraiment se parler. Je suis trop habillée, je le sais que je suis trop habillée. Parle-toi, enlève-la ta couche avant de partir. Hein? Fait que je pense qu'il faut prendre ce moment-là de réflexion. C'est pas juste go, 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 on y va. Il y a toute une partie de. Faut pas rusher, il faut avoir du plaisir, il faut avoir un espèce d'apaisement mental. On est là pour avoir un bon moment, puis on est dans une espèce de tumulte tout le temps. Là, on s'en va courir. Il n'y a pas grand-chose de plus lent que ça comme sport à part la marche. Hein? Fait que, justement, de prendre le temps de réfléchir puis de se dire, OK, hein, qu'est-ce que je me dirais? Hein? Ouais. Comment je m'occupe de moi-même comme de mon meilleur ou ma meilleure amie? Hein? Mm. Mm. Ben, c'est un sport où on passe beaucoup de temps à dialoguer avec soi-même. Puis je pense que tu sais, il y a beaucoup de parallèles qui se font entre la course et la vie, la course d'endurance, l'ultra ou la course en santé tout simplement, puis la vie. Puis moi, je trouve que cette portion-là, je l'ai entendu beaucoup, puis moi, je l'ai vécu aussi. On sort de des creux dans ce sport-là. On se parle beaucoup, on dialogue avec nous-mêmes. Puis après ça, quand on applique ça à la vie, ça marche bien aussi parce que comme tu dis, on sort faire une sortie de course, ça va pas toujours bien, puis des fois, il faut se motiver, puis se trouver des motivations supplémentaires, puis s'encourager. Dans la vie, c'est pareil, là. Il y a des moments où ça va moins bien, puis il y a des passes plus tough, Ouais. puis cette force-là à apprendre à s'auto-convaincre que ça va bananer, puis se trouver nous-mêmes les outils ou les boutons sur lesquels peser pour passer par-dessus quelque chose, ben, soit on l'apprend par la course, soit on l'apprend par la vie, puis vice-versa, tu peux t'inspirer d'un bord puis de l'autre, puis ce que tu apprends à la course, tu peux l'appliquer à la vie, puis de dialoguer avec soi-même, mais c'est de quoi que je fais encore plus maintenant depuis que je fais de la course. Mais je me rappelle quand j'étais tout petit, ma mère me disait ça. Tu peux toi-même te convaincre de quelque chose, puis tu peux toi-même parler avec toi-même, puis te convaincre. Non, non, t'as mal au ventre, là, puis tu veux pas aller à l'école. Mais c'est-tu vraiment ça? Puis là, tu te questionnes, puis tu te crains toi-même, puis tu t'encourages dans la bonne direction. Puis le cerveau est mal fait sur certaines affaires parce que des fois, on s'auto-convainc dans le négatif. Ah non, mais je suis pas bon, je peux pas faire ça, je peux pas faire ça. Ah, j'ai mal, faut que j'arrête. Puis on entend beaucoup d'histoires de DNF, des gens qui abandonnent puis qui le lendemain le regrettent parce que finalement, ça allait pas si mal, mais on est parti dans une spin négative. Mais c'est Ouais. pareil dans la vie. On est bon des fois aussi pour ça, pour un peu se taper soi-même sur la tête puis se creuser notre propre trou. Puis je pense que le sport d'endurance, moi, c'est ça. Il y a d'autres gens que c'est d'autres choses. On apprend à contrer ces mécanismes-là puis de les envoyer dans l'autre direction. Oh, je suis parti sur une spin négative. On va partir par l'autre bord. On va faire un petit volte-face. On va tourner de 180 degrés puis on va aller de l'autre côté. C'est des choses qu'on apprend dans la course en entraînement, dans la course en mode course, puis dans la vie, puis tout ça Ouais. s'inspire l'un l'autre, là. Oui, tu as totalement raison. C'est très intéressant ce que tu dis là, ce dialecte, ce dialogue intérieur qu'on peut avoir. Mais c'est bon que ta mère t'en ait parlé quand tu étais jeune. Oui, Oui, parce que on c'est la pas tout le remercie. monde qui a la chance. C'est les gens qu'on croise sur notre chemin qui nous emmènent souvent des réalisations comme ça. Mm. Puis c'est une bonne chose que tu l'aies su jeune. Des fois, on l'apprend un peu plus à la dure. Il y a des petits trucs comme les mantras. Les Mhm. mantras de course. Moi, souvent, je dis aux gens, c'est juste un moment à passer. Bon, dans les intervalles que je leur donne, OK, c'est 30 secondes de montée, repose sur la descente, 10 fois. Ces 30 secondes-là, c'est juste un moment à passer. Prenez-le individuellement. Là, je leur fais prendre une roche puis la placer à une place. Puis à chaque fois, il faut aller la placer un peu plus loin. Hein? C'est un moment à passer. C'est juste un moment à passer. Moi, mon mantra, je ne sais pas si ça se dit comme ça dans un podcast, mais je vais le dire quand même. Ça s'est révélé dans mon premier 50 km qui était justement en Ontario. J'ai eu mal à la bandelette après 12 km. Avec qui je courais ça, donc? Avec la gang du Haricana.
Puis après 12 kilomètres, bandelette, le genou gauche, plus capable d'avancer, ça me coupe le souffle. Puis là, j'ai divisé ma course. Il me restait 30 kilomètres à faire, parce qu'en fait, c'était 52. Puis je me suis dit, est-ce que je suis capable de faire 2 tours de la montagne de Bromont en marchant en dedans de 7 heures qui me reste? Fait que c'était vraiment ça. Puis je dis, OK, oui, je suis capable de faire ça. Puis là, j'allais de ravitaillement à l'autre. Puis là, je pensais à ma gang de Bromont, ma gang de filles de Bromont, celles qui courent au club de Bromont, qui ne vivent pas nécessairement à Bromont. Puis là, il m'est venu en tête, les filles de Bromont sont tough en tabarnak. Et ça m'est resté dans la tête jusqu'à l'arrivée, cette phrase-là. Je me la suis répétée, puis là, je pensais à Catherine Scott qui avait fait 50 kilomètres sur une bandelette, puis qui l'avait fini pour ramener la médaille à ses enfants. Puis moi, j'organisais le premier Bromont Ultra, c'était en 2014, puis il n'était pas question que j'organise un ultra sans en avoir couru un auparavant. Puis j'avais conduit 9 heures toute seule pour me rendre là-bas à combattre la fatigue au volant, pour aller courir cette foutue course-là. Fait qu'il n'était pas question que j'abandonne malgré n'importe quoi. Et je me suis fait dépasser dans une descente par une coureuse non-voyante dans cette course-là. Les montées, je les courais. La bandelette, ça va bien pour monter. Les plats, je les faisais de côté. Les descentes, il fallait que je marche. Cette coureuse non-voyante-là, je me souviens, elle s'entraînait pour faire la Bruce Trail, qui est comme 400 ou 600, je me souviens plus, kilomètres, avec un guide. Puis son guide lui disait de lever les pieds quand il y avait quelque chose, juste foot, puis elle levait les pieds, puis après 2 ou 3 fois de se croiser, parce qu'elle me reprenait dans les descentes, tu sais. Elle me disait, au début, elle disait « Hello, runner ». Puis à un moment donné, elle reconnaissait ma foulée, puis elle disait « Hello, Audrey ». Aïe, aïe. C'était incroyable. Fait que, c'est ça, j'allais la finir, cette course-là, en me disant « Les filles de Bromont sont tough en tabarnak ». C'est malade. Je relate beaucoup quand tu dis on se craigne de quelque chose. Puis là, toi, tu as été une phrase récurrente de les filles de Bromont sont tough en tabarnak. Ben, ça motive. On a le droit de sacrer, c'est un podcast, on fait ce qu'on veut. Mais il y a de quoi quand même là-dedans, le tabarnak. Je veux dire, tu mords dedans. Juste quand tu l'as dit, on l'a senti, la mâchoire se crispe, puis il est le fun à mordre dedans. Ben, quand ça fait mal de partout, puis tu veux finir ta course, si c'est ça que ça prend comme motivation de se répéter, ben tant mieux, let's go, on le fait. Puis j'aime beaucoup ça. Les filles de Bromont sont tough en tabarnak. Je pense que je vais l'utiliser comme promotion pour l'épisode. J'ai toujours une petite citation que je publie la veille de la diffusion pour craquer les gens. Je pense que je vais juste mettre ça. Mon seul sacre de tout le podcast. C'est parfait. For the record, Audrey n'est pas vulgaire, mais quand c'est pour se motiver pour finir une course, oh là, ça se passe. Ah, celle-là, ça avait été épique parce que je me souviens de l'arrivée. Tu sais quoi, quand on fait une course comme ça, puis que tu pars avec ta gang d'habitués, là, tu as du monde de tous les niveaux. Il y avait Jeff, voyons, comment ça, Gosselin, Jeff Gosselin. OK. Je sais pas si tu te souviens, Jeff Gosselin, il est rendu en Europe, là, justement. Puis, fait que Jeff, au départ, je disais, hey, j'ai 2 paires de souliers, j'en ai une je fais des ampoules avec. Il dit, es-tu capable de courir sur des ampoules 50 km? Je suis comme, bah, oui. Hein? Il dit, ben, en tout cas, prends ceux tu sais, que tu vas être le plus confus, c'est pas grave pour un peu de légèreté. Tu sais. Fait que là, j'avais pris mes souliers pas d'ampoule, finalement. Fait que, tu sais, je prends mon départ quand même avec. Jeff, il était sur le 80 cette fois-là. Ça avait vraiment mal été son affaire en plus, je me souviens. Mais en tout cas, je prends mon départ avec, puis je m'attends à finir à peu près en même temps que lui. On n'a pas la même distance. Puis j'ai toute mon autre gang de quand même pas pire efficace. Puis je m'enlignais pour faire 107 heures, moi, cette course-là. Je suis partie avec eux autres, là, puis ça allait vraiment super bien. T'sais. Puis là, ben, ils me revoient plus, puis ils m'attendent. Là. Ça m'a pris 9h34 faire 52 km. Là. C'est long. Hein? C'est correct, là. Mais puis à chaque ravitaillement, je checkais ma montre. J'avais imprimé ma feuille, les cut-offs, le coureur le plus lent. Puis j'étais toujours comme 20 à 40 minutes en avant du plus lent. Hein? Puis je checkais 10 km avant la fin, ma montre meurt. Puis là, je suis encore avec mes filles de Bromont dans la tête. Puis tu sais, d'un ravitaillement à l'autre, je suis capable de me rendre. Je vais-tu regretter trop de ne pas avoir continué à avancer? Puis quand je suis arrivée, là, toute ma gang m'attendait. Tout le monde m'attendait. Qu'est-ce qui t'est arrivé? A été là, t'as fini, bravo. Je voulais tellement faire imprimer mon chandail parce que là-bas, tu le fais imprimer quand t'as fini. T'sais. Fait que c'était vraiment hyper important. Puis même chose quand j'ai fait le North Face à Bear Mountain, le 50 km. Là, Alistair, lui faisait le 80. Puis Alistair, il a fini naturellement avant moi son 80. Moi, je faisais le 50. Partait pas tout à fait à la même heure. Puis quand je suis arrivée, là, Alistair m'attendait. Puis toute la gang du club m'attendait. Bon, j'étais pas tout à fait la dernière, là, mais j'étais pas dans les premières ni dans le mid-pack non plus. Puis tout le monde était là. Puis c'est comme ce respect d'avoir fini. Tu
t'es autant dans la gang en avant qu'en arrière. Ben oui. Euh, Fait que peu importe ce qui t'emmène à la ligne, oui, il y en a des DNF, là. Ça arrive. C'est moins pire un DNF qu'un DNS, Ouais. did not start. Mais cette espèce d'entraide-là, là, ça revient toujours à ça pour moi, que c'est pas grave. Alistair m'a dit, tu l'as fait, hein? Il était là, il m'attendait. C'était absolument fantastique. Ces moments-là, là, ça c'est dans mes plus beaux. De finir la course, puis d'avoir ma gang de plus rapides qui sont là pour moi. Pouah, ça vaut de l'or. Hein? Mais c'est un sport, je trouve qu'on célèbre autant le premier que le dernier. Il y a même des courses comme le Gaspésia puis d'autres courses aux États-Unis où on remet même un prix spécial au dernier finisher dans Ah, les pour vrai? cut-offs, puis on le célèbre autant que le premier. Tu sais, à la cérémonie des podiums à Percé, le lendemain du Gaspésia 100, Oh, Jeff remet une j'y vais lanterne cette rouge. année. Toi, tu y vas? Ah, Mais je le cours pas, j'y vais comme crew sur quelqu'un qui le fait par étapes. OK, ben c'est tellement un bel événement, mais on célèbre autant le dernier, puis là, il y a un prix, il y a une lanterne rouge pour le dernier finisher, mais Oh, dans wow. d'autres courses, dans d'autres groupes de gens, j'ai l'impression qu'on célèbre autant le premier que le dernier. À Ricana, à la fin, là, ben, peu importe que tu sois le premier ou le dernier de ta distance, tu es accueilli par un animateur avec un micro qui te craint la foule en délai, puis même, écoute, le Aricana 125 avec les heures de départ, le dernier, il est encore plus célébré que le premier, puisque le premier, cette année, Elliott est arrivé à 3-4 heures du matin. On était 8 à l'attendre, versus le dernier qui arrive en pleine journée à travers les autres distances. Il y a 2000 personnes sur le site. Tu sais. Fait que je trouve ça le fun dans ce sport-là, qu'on célèbre autant le premier que le dernier. C'est un sport de finisher. Tu sais. C'est un sport où l'objectif, souvent, c'est de s'inscrire et de dire je vais me rendre à cet objectif-là. Puis mon objectif, c'est de le finir. Le temps, oui, ce serait le fun de faire X chrono, mais on s'en fout au Ouais, final. ouais. On vise d'arriver puis de traverser la ligne d'arrivée, puis c'est souvent la motivation qu'on a. On se répète, les filles de Bromont sont tough en tabarnak, puis après ça, on s'imagine traverser cette ligne d'arrivée-là, puis de voir nos amis, notre gang, notre communauté Ouais. qui est là pour nous accueillir. C'est le fun dans ce sport-là. Mais je pense que c'est drôle, tu m'as fait penser, tu m'as rappelé ma première course. Puis c'est certainement à cause de ça que je cours encore parce que cette course-là de 10 kilomètres pour laquelle j'avais acheté un livre de 10 kilomètres en 10 semaines, la seule course de 10 kilomètres qu'il y avait au Québec cette fin de semaine-là, quand le livre se terminait, c'était sur l'île Saint-Quentin à Trois-Rivières. C'était 4 tours de 2,5 kilomètres sur l'asphalte. Puis là, mon bébé avait 10 mois. Puis je l'ai fait en 1h07. Puis j'ai fini bonne dernière. On remonte, mon Dieu, en 2001. Fait que j'ai fini bonne dernière. Et puis, 2001, mon Dieu, t'étais un kid, toi. T'étais tout petit. Puis, puis c'est ça, fait que, mais tout le monde était là, puis ils m'applaudissaient, puis là, mes parents me donnent mon bébé dans les bras, puis tout. Puis je suis comme, ben, voyons donc. J'ai j'ai couru lentement 10 kilomètres, je finis en 1h07, tout le monde a fini avec moi. Comment ça se fait que les gens sont tous là, puis qu'ils m'applaudissent? Puis je suis sérieusement restée sur ce high-là jusqu'à aujourd'hui. Ça a été ma première expérience de voir que tu peux finir bon dernier et être célébré. J'ai trouvé ça absolument fantastique. Ça, Ouais. c'était vraiment ma première course sur l'île Saint-Quentin, hein, il y a 20, 22 ans. Hein, quand même. Wow. C'est le fun de voir que cette première expérience-là, quand on dit que c'est important d'avoir un sport qui est inclusif, qui célèbre tout le monde, qui est ouvert, qui n'a pas de jugement, ton histoire vient exactement te prouver ça. Célébrons Mhm. tout le monde parce que tu dis que tu es sur ce high-là d'avoir été célébré comme dernière de cette course-là. Tu es sur ce high-là 22 ans plus tard. Mais tu sais, ton histoire, toi, c'est ça. Puis il y en a plein d'autres que ça va être ça aussi. Fait que ça fait juste nous rappeler que c'est important de célébrer tout le monde parce que ça peut changer des vies. Je veux dire, ne veux pas, si tu as eu cette expérience-là positive puis tu es encore sur ce high-là, tout ce qui a suivi a un peu découlé de ça. Je trouve que c'est beau de l'entendre. Avant qu'on termine, il y a un sujet que je voulais te poser comme question parce que euh, j'ai fait un épisode avant les fêtes, le trail au féminin. J'avais un panel avec 4 femmes, puis on a jasé de plein de sujets, puis tu sais, c'était tellement intéressant de les entendre. Puis ça m'a fait penser quand tu disais les filles de Bromont sont tough en tabarnak. Tu es dans ce sport-là depuis longtemps, tu côtoies plein de femmes inspirantes de ce sport-là, t'en es une toi aussi. Puis on parle souvent à quel point les femmes performent bien en ultra parce qu'il y a cette endurance-là qui est là. Il y a quelque chose de plus, il y a un edge de plus, il y a quelque chose qui est physionomique, physiologique, mais ça va au-delà de ça. Toi, qu'est-ce qui explique que les femmes sont aussi fortes en sport d'endurance puis en ultra? Hmm, c'est une bonne question, ça. Euh,
Ben, je pense que, ben, comme les hommes, les femmes tirent de leur expérience pour se rendre à destination. Et puis peut-être qu'il y a une expérience différente dans laquelle les femmes peuvent aller puiser. Il y a moins de femmes. Ben maintenant, est-ce qu'il y en a autant? Je sais pas, hein, ça a En peut-être fait, changé. ce qu'on avait sorti, c'est Marilyn Arcana qui m'avait sorti les stats juste avant qu'on enregistre cet épisode-là. Puis dans les distances sous l'ultra, donc mettons les distances à partir du, je sais pas, du 5 km au 42, il y a plus de femmes que d'hommes dans ces distances-là. Puis après ça, il y a un point de bascule où on voit vraiment que, OK, là, il y a plus d'hommes, le ratio devient plus fort du côté homme versus femme dans les plus longues distances. Euh, Fait que c'était ça les Ben, dernières données moi, par rapport à Ricana. j'aurais une théorie pour dire pourquoi les femmes performent bien dans des longues distances ou des choses difficiles. Je pense que la femme va y aller quand elle est préparée. Il y a peut-être un peu moins d'impulsivité, il y en a quand même, mais je pense que ça peut être pour toutes sortes de raisons. Ça peut être pour réussir à balancer la vie avec la famille ou d'autres choses. Mais je pense qu'une femme qui va s'en aller dans un ultra trail va être prête à faire un ultra trail. Elle va avoir réussi à faire son entraînement comme il faut, hein, avant d'y aller. Il y a plein de gens qui seraient capables d'écrire le livre Comment terminer un ultra sans s'entraîner. C'est correct. C'est correct, ça fonctionne, ça sauve les fesses à plein de gens, puis c'est bon pour le moral. Mais peut-être que j'assume, là, mais j'ai l'impression que la femme va être plus préparée, va avoir posé ses questions, va avoir fait son entraînement. Si je regarde dans mon club, Mhm. l'approche face aux courses, c'est rare que je vais avoir une femme qui va juste t'inscrire à quelque chose qu'elle a, qui dépasse son expérience, alors que chez les hommes, je le vois assez souvent, je me suis inscrite puis je vais faire ce qu'il faut pour m'y rendre. Ça peut être une super bonne motivation, mais j'ai vu une progression dans les 10 dernières années chez mes femmes qui est différente de la progression que je vois dans nos hommes, hein. Euh, Puis, je sais pas si ça a un lien aussi avec l'âge. Je me demande si la femme qui arrive dans l'ultra ne fait pas un peu plus tard dans sa carrière de coureuse. Ça serait bien intéressant de savoir tout ça. Mais je pense pas que la femme a comme un super pouvoir d'être plus endurante. Je crois pas non plus que c'est parce qu'on a des enfants. Mais j'ai l'impression que c'est peut-être une question de préparation quand on se rend là. Il y a moins de femmes donc, dans les grandes distances, donc des femmes plus préparées qui s'y rendent. Ben, c'est Est-ce que la intéressant. femme n'y va pas si elle n'est pas prête? Ça se peut aussi. Je sais pas. C'est intéressant, mais c'est ça, je voulais t'amener sur ce sujet-là parce que je me dis, après plus de 10 ans à coacher, toi aussi à pratiquer ce sport-là, mais à coacher, tu côtoies des, je veux dire, on le disait avant d'enregistrer, il y a des milliers de personnes qui sont passées dans ce sport-là. Je me suis dit, je vais poser la question. Tu parles justement aussi de euh, la famille et les enfants. Tu as 4 enfants, tu le disais tantôt, tu es impliqué, tu as le club de trail, tu as un emploi. Ça fait longtemps que tu as beaucoup de choses en même temps. Tu jongles avec beaucoup d'éléments. C'est quoi ton conseil pour les gens qui justement essaient de trouver le temps pour placer leur course, leur passion à travers une vie professionnelle chargée, une vie familiale chargée? C'est quoi, toi, tes conseils? Comment tu y es arrivé? Celle-là est facile comme question. Plus facile que l'autre? Ah, celle-là est facile. Je l'ai mon conseil pour ça, puis je le donne souvent, c'est abandonner l'idée de perfection. Il faut abandonner l'idée de perfection. Il faut faire les choses comme on est capable de les faire. Juste ça. Il faut en profiter. C'est pas grave si c'est pas parfait. Puis il y a personne d'autre que nous-mêmes qui nous en rendons compte si c'est pas fait exactement comme on avait prévu de le faire. C'est comme une allocution à un groupe. S'il y a quelque chose qu'on oublie, il y a personne qui le sait. Donc, il faut vraiment mettre de côté cette pression-là, cette perfection, de tout faire comme il faut. Si on fait beaucoup de choses, on peut pas toutes les faire à la perfection. Puis même si on en fait qu'une, il faut s'enlever cette pression-là. On n'est pas comme me disait Lynn Bessette, on n'est pas au CM. Je dis, c'est quoi les CM? On n'est pas au championnat du monde. OK, c'est bon. C'est bien dit. C'est réellement ça qui me permet de faire beaucoup de choses. J'essaye de les faire de mon mieux, hein? Mais l'idée que ce soit parfait, euh, au final, là, ça changera rien. Viser la perfection, c'est de se mettre une pression qui est immense, puis la plupart du temps, c'est vraiment pas nécessaire. Ouais, pour toucher à tout, puis avoir du plaisir, puis réussir à équilibrer, on abandonne
ce grand effort-là de la finale. Mais pour atteindre le top de ta montagne, par exemple, là, tu vas aller le faire, cet effort-là. T'sais. Ton objectif, comme moi, ma collecte de fonds Bromo Ultra l'année prochaine, je connais déjà mes objectifs. D'ailleurs, guys, j'ai besoin de gens pour venir courir avec les DAU au Bromo Ultra. On s'occupe de vous. Fait que, ça, je sais déjà qu'on a un objectif de collecte de fonds, puis ça se fait comme tout seul au Bromo Ultra. Il suffit juste de partager notre passion, puis on dirait que ça se fait tout seul. Mais là, je vais le donner mon effort supplémentaire l'année prochaine, à ce moment-là. Fait que c'est pour quelques petites affaires que oui, ça vaut la peine. Mais perfection, non. Hein? L'effort, oui, mais de là à dire que c'est parfait. Non. Exact. Avant de terminer, moi, Audrey, j'ai toujours les questions éclair NAC. C'est 10 questions rapides. Puis il y a même des records, des temps, des fastest known time. Puis depuis le dernier épisode, le 129e, c'est Emmanuel Salambo de Guara qui est le record en 11 secondes chez les femmes. Chez les hommes, c'est Yvan Lheureux en 10 secondes. C'est très rapide pour 10 questions. Bon, à leur défense, c'était en personne. Il n'y avait pas le petit délai de Zoom, mais pour le plaisir, on peut se lancer. C'est 10 questions. Par oui ou non? En fait, c'est 2 éléments que je te mets en opposition. Donc, il faut que tu répondes le plus rapidement possible à un de ces 2 éléments-là. Et je sors mon chrono, puis tu me dis quand tu es prête. Peur. Non, ça fait pas si peur que ça, tu vas voir. C'est pas d'école. It's now or never. Route ou trail? Trail. Des plus ou des moins? Des plus. Sucré ou salé? Salé. Boîte ou racine? Boîte. Questionnaire, caramel ou vanille? Caramel. Conifère ou feuillu? Conifère. Bâton ou pas de bâton? Pas de bâton. Rock ou hip-hop? Rock. Hiver ou été? Été. Montreux ou Bromont? Montreux. Oh. 21 secondes, très fort. Montreux, désolé pour Bromont. Mais là, c'est sûr qu'il fallait qu'il y ait une petite colle à travers ça. C'est magnifique, Bromont, mais là, Montreux, la façon que tu en as parlé tantôt, de la façon que tes yeux se sont. Il y a eu des étoiles dans tes yeux quand je t'ai mentionné cette course-là, puis tu m'as raconté cette histoire-là. Je pense qu'il y a une place spéciale dans ton cœur. Oui, j'irai vivre en Suisse demain matin. Je m'ennuierais trop de ma gang, mais réellement. Ça revient souvent. Bon, j'ai pas battu le record, mais c'est correct. C'est une performance très admirable. C'est des réponses intéressantes. Je pense que j'ai répondu trop vite. C'est pas vrai, salé, c'est sucré. Ah ouais? Ouais. Avant que les gens m'envoient des messages pour me dire que c'est pas vrai, là. Les gens te connaissent, OK? Je comprends que les gens savent. Ouais. J'ai lancé l'automne dernier suite à l'idée d'un de mes amis coureurs qui s'appelle Étienne Dugas, la playlist Spotify de Pas sorti du bois. Ça s'appelle le Walkman de Pas sorti du bois, ceux qui veulent la trouver. Puis j'ai collecté les choix musicaux de mes invités et de mes auditeurs. Puis maintenant, à chaque épisode, je demande à mon invité quelle est la chanson qu'on ajoute à cette liste de lecture-là. Est-ce qu'il y a un titre qui te vient en tête qu'on ajoute dans le mix? Oh mon Dieu, comment ça s'appelle? C'est The Killers. I got sold, but I'm not a soldier, que ça dit dedans. On va faire les recherches. Je sais pas si c'est le titre. Comment tu dis ça? I got sold. Dans le texte, ça dit I've got soul, but I'm not a soldier. J'ai de l'âme, mais je ne suis pas un soldat. La chanson semble s'appeler All These Things That I've Done. That I've done, c'est ça. On ajoute ça à la playlist alors. Ah, fantastique. Celle-là, c'est celle qui, quand tu as fini ta run, puis qu'elle part, tu repars faire ta run dans l'autre. Ça. J'adore. Ça, c'est la chanson qui vient te chercher, qui vient te motiver. Ouais. Ah oui, totalement. Ouais. Juste avant qu'on se laisse, Audrey, tu as parlé de la Fondation des sports adaptés, puis j'ai entendu beaucoup dans ce que tu racontais. Oui, l'impact que ça a sur ces gens-là, mais aussi ça prend des bénévoles, ça prend des gens qui viennent s'impliquer. Si ça a allumé des lumières chez les auditeurs, les auditrices qui ont entendu, puis qui ont dit j'ai le goût de m'impliquer, j'ai le goût de mettre la main à la pâte, puis d'aller aider pour la Fondation, comment on fait? C'est quoi le guide pour... Moi, je dirais, on peut aller sur le site web, c'est sportadapté au pluriel.ca, mais vous pouvez me contacter directement, audrey@sportadapté.ca, puis on va juste jaser. Vous pouvez me rejoindre par Messenger, partout, je suis super accessible. Sur le site de la Fondation, c'est mon cellulaire qui est là, puis vous me dites ce que vous aimez, puis... quand on est bénévole pour la Fondation, là, on dit ce qu'on aime faire. Ça peut être du vélo, du ski, de la course. Puis ensuite, une fois qu'on est dans la base de données, nous, à la Fondation, on va contacter les gens qu'on a des besoins. OK.
vous pouvez pas, c'est pas grave. J'ai même pas besoin de nous le dire que vous pouvez pas être là. Mais vous pouvez, mais là, vous nous le dites, puis là, on s'organise, puis vous venez. Puis s'il y a de la formation à avoir, tout est inclus, on fait tout, on vous apprend, on n'a pas besoin que vous ayez les connaissances, l'expertise, l'habitude avec les gens à mobilité réduite. On va vous le dire comment on sert des équipements, on va vous aider, on est là, on vous mettra pas responsable de toute une sortie quand vous allez arriver. T'sais. C'est vraiment, c'est graduel, puis vous avez un malaise, vous voulez pas, ça vous tente pas, c'est pas grave. Il y en a pas de pression, mais on a besoin. Puis c'est grâce aux centaines de gens qui, justement, ont voulu voir, ou ont voulu nous dépanner dans un moment où on était vraiment mal pris, que là, les gens, ils sont de plus en plus là. Puis une fois que ça a été fait une première fois, c'est le pas à faire. Mais là, ça allume quelque chose. Puis nous, on a cette chance-là d'avoir ces gens, peut-être vous là, qui écoutez, qui reviennent par la suite et puis qui permettent à des gens qui n'ont pas nécessairement notre latitude de mouvement, mais de vivre les mêmes choses que nous, avec la même intensité, sinon plus. Ouais. C'est ça que je trouve beau dans ton histoire, dans l'histoire que tu racontais par rapport au sport adapté, c'est d'amener ces gens-là. Puis, comme tu dis, des fois, c'est même encore plus. Ils vont le vivre avec une intensité supplémentaire parce que des fois, on prend pour acquis ce qu'on a. Puis, tu sais, les gens qui écoutent, les gens, il y en a beaucoup qui sont en train de courir en ce moment. L'adrénaline qu'on va chercher, le après, on devient habitué à ça, mais on s'en passerait pas. T'sais. Puis ça, ces gens-là s'en passent, puis ils n'ont peut-être pas accès à y toucher comme nous, on peut le faire aussi souvent. On va courir 5-6 fois semaine. On touche ce moment de plaisir-là, mais aussi ces sensations-là qu'on vit qui nous font du bien 5-6 jours par semaine. Puis des fois, ces gens-là n'ont pas cette chance-là qu'on a. Fait que de l'amener, comme tu dis, j'aime comment tu termines, avec une intensité des fois encore plus grande que nous, puis de permettre à ces gens-là de le faire, c'est magnifique. Merci beaucoup, Audrey. Ça a été un grand, grand plaisir de découvrir toi comme entrepreneur. J'ai l'impression que tu as un esprit entrepreneur. Tu t'impliques partout. Tu es une super ambassadrice pour notre sport, puis ça a été un grand plaisir de débuter l'année 2023 avec toi. Merci de m'avoir reçu, puis merci de ce que tu fais, parce que tu me traites d'ambassadrice, hein, mais sérieusement, tu en fais beaucoup. Tu propages, tu partages, tu permets aux gens de connaître le sport et puis de découvrir plein de facettes. Fait que merci à toi, Yannick. Ben, merci, c'est super gentil. À tous nos auditeurs, nos auditrices qui sont peut-être en train de courir ou en train de faire de la route, je vous souhaite un bon début d'année. On le dit en ouverture. J'espère que vous allez avoir du plaisir d'instant. Ça devrait juste être ça l'objectif. Hein. Après ça, on va aller jouer dans le bois, on va avoir du fun. Moi, je t'écoute parler, Audrey. Je savais ce matin en me levant que j'allais avoir un gros entraînement, là, puis je me suis levé en me disant, il me semble que ça va être tough là, aujourd'hui, cet entraînement-là que j'ai prévu. Puis là, tu m'as inspiré. Là, j'ai des fourmis dans les jambes. Là, j'ai le goût de sortir dehors puis d'aller me torcher parce que c'est une grosse séance d'intervalle, mais ça m'a donné le goût. Donc, merci. J'espère que tu as eu le même effet sur les gens qui écoutent. Comme d'habitude, je termine en remerciant NAC, qui est le partenaire officiel de Pas sorti du bois. Je remercie Capic pour le bon café. Je remercie Noctem, qui est aussi un partenaire du podcast. Et je remercie David Hébert, Fred Desroches, des gars qui à la base du podcast, au tout début, il y a maintenant quasiment 2 ans et demi, on contribué avec le design graphique, avec le son, les images. C'est vraiment le fun de pouvoir compter sur des gens autour de nous pour nous aider quand on démarre des projets. Puis 2 ans et demi plus tard, je les remercie encore à chaque épisode. Je trouve ça important. Merci Audrey, merci tout le monde. Puis je vous dis à la semaine prochaine pour un 131e épisode de Pas sorti du bois, le podcast 100% Trail.